bienvenue sur Géopolitique Profonde. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Oussama Ammar. Je suis ravi que tu sois ici aujourd'hui. C'est Alors gentil. Oussama, je t'ai invité pour que tu viennes bousculer quelques idées reçues. Alors on va parler de différentes choses dans cet entretien. On va rester dans l'axe un peu géopolitique profonde. On va parler de liberté individuelle. On va parler de l'autoritarisme des États qui va en s'accroissant actuellement un peu partout dans le monde, surtout dans les États occidentaux. Et moi, c'est un phénomène qui m'inquiète particulièrement. Donc on va parler un peu de tout ça. On va parler également de la forme que prendra le capitalisme de demain et de la décentralisation nécessaire grâce au Web3. Donc c'est un thème que tu étudies en ce moment. Mais avant tout, je ne suis pas certain que la majorité des auditeurs de la communauté géopolitique profonde te connaissent. Donc ce que j'aimerais, c'est que tu te présentes rapidement. Voilà, tu es surtout connu dans l'entrepreneuriat, le marketing, le business, dans ce qu'on appelle la fameuse Startup Nation. Donc si tu peux nous en parler et nous résumer à peu près qui c'est Oussama Ammar en résumé. Ok, très bien. Toujours été un entrepreneur. J'ai créé plusieurs boîtes et je suis surtout connu pour avoir créé quelque chose qui s'appelle The Family, qui pendant 10 ans a accompagné le top du top de l'entrepreneuriat en Europe. J'ai quitté The Family il y a 1 an et demi et pendant 10 ans, j'ai aidé des entrepreneurs entre leur début un peu chaotique où ils ont à peine une idée jusqu'à leur première, deuxième, troisième levée institutionnelle. J'ai levé plus d'1,5 milliard pour les startups en Europe. J'ai accompagné de nombreuses licornes. Cette expérience m'a plu jusqu'au point où j'ai eu envie de faire autre chose et partir faire autre chose. Et notamment, j'ai été très intrigué par les cryptos et j'ai eu envie de faire. Alors, j'ai créé un hedge fund crypto qui s'appelle le Labyrinthe. C'est un pur outil de trading et d'arbitrage entre des gens qui veulent acheter et vendre des cryptos. Je n'ai pas encore de position très long-termiste sur les cryptos. Moi, je fais partie des gens où je ne suis même pas sûr que la crypto qui va gagner dans le futur a déjà été créée. On va en parler. Ouais. On va parler de tout ça. Donc voilà, donc maintenant je suis à un point de transition et d'apprentissage. Et à titre perso, je suis un très 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 grand amoureux de la liberté dans beaucoup d'aspects de ma vie. J'ai très 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 mal vécu la période Covid et je vis assez mal cette absence et ce retour d'absence de liberté, ce retour de l'autoritarisme. J'ai un peu l'impression que les amis de la liberté perdent systématiquement tous les combats depuis quelques années et j'ai l'impression qu'on accepte des choses qui sont complètement invraisemblables. Et donc voilà, je t'ai rencontré récemment, j'ai vu quelques-uns de tes contenus, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, ça me changera de mes sujets habituels et on va pouvoir discuter ensemble. Exactement. Bah, ça tombe bien que tu parles un peu de tout ce de tout ce qui s'est passé autour du rhume 29. On va l'appeler comme ça pour éviter la censure de YouTube. Effectivement, nous, on s'inquiète énormément de la perte de liberté qui s'est accrue depuis 2020. Alors justement, on va rentrer dans le dur immédiatement. Tu as bien parlé que tu étais un amoureux de la liberté. Eh bien, ici aussi, j'aimerais qu'on parle un peu de l'État en tant qu'idée et en tant qu'infrastructure. Donc il y a plusieurs problèmes avec l'État, des problèmes historiques depuis la naissance des États-nations, entre guillemets, monopole de la violence légitime, grosso modo, État Léviathan, et puis aujourd'hui, je dirais, depuis 2020, on est vraiment rentré dans une sorte d'État autoritaire, et particulièrement dans les pays démocratiques, où ça se voyait un peu moins avant. Alors, dans la communauté géopolitique profonde, on fait partie des gens qui en ont effectivement assez d'être soumis à des décisions politiques que l'on juge en général assez illégitimes. Est-ce que tu constates du coup ce durcissement des gouvernements dans le monde entier? Tu as dit que ça t'avait inquiété. Est-ce que tu peux approfondir un peu Ouais. qu'est-ce que tu Alors, penses qu'est-ce qui s'est passé derrière ces phénomènes avec le Covid-19? moi, j'ai une analyse un peu différente de la tienne. Alors, je te rejoins sur la conclusion, mais moi, je trouve que ce n'est pas les gouvernements qui deviennent de plus en plus autoritaires. Je trouve que c'est les populations. Les démocraties libérales et, euh, et les régimes dans lesquels on vit de façon finalement très libertaire, il n'y a pas de débat. Tu fous une claque à Poutine, tu es tué.
Tu fous une claque à Biden, t'es pillé en prison toute ta vie. Tu fous une claque à Macron, t'as 3 mois de sursis et on te met une tape sur la main. Donc, l'existence de zones de liberté différentes dans le monde, elle est quand même encore très réelle. Je ne pense pas que les démocraties occidentales sont devenues des régimes autoritaires au point de vue de la politique. C'est juste qu'elles ont tendance à adopter des positions autoritaires sur des sujets où les populations commencent à trouver ça légitime. Alors, premier sujet, en Europe et en France en particulier, on a la haine des riches. Donc, on a commencé à trouver très, très normal qu'un certain nombre de choses soient très compliquées pour les gens riches en termes d'impôts, de surveillance, etc. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que tout ça, c'est des planches savonneuses. Au début, c'est toujours ton voisin que ça concerne, et puis après, c'est toi. Exactement. Par exemple, les Français ont applaudi à main genre, la naissance de l'algorithmique dans le fisc en disant c'est génial, les riches vont payer leurs taxes. Et puis, c'est tous les petits gars qui ont construit une piscine sans faire un permis qui vont se prendre 2000 balles d'amende. Parce que 2000 balles d'amende fois 10 millions de personnes, c'est beaucoup mieux que 20 millions d'amende sur un mec qui est dur à choper, qui a des ressources, des avocats, etc. Et finalement, moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans la population, on en est arrivé à un stade où les gens trouvent normal un certain nombre de choses qui sont absurdes. Par exemple, le rhume 29, ça a été un moment où on a accepté des choses pour des questions de sécurité et de safety. Moi, j'ai failli mourir du Covid, donc je vais pas la ramener en disant que c'est une maladie qui n'existe pas. Non, non, maladie très réelle, très violente. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on peut admettre de mettre tout le monde à la maison, enfermé, avec la police dans la rue qui met des millions d'amendes, et cette efficacité d'un régime oppressif qui est capable de mettre autant d'amendes pour des questions banales de responsabilité individuelle. Je veux dire, on en est arrivé à un point où accepter la mort face à la maladie, c'est devenu impossible, inconcevable. Moi, quand j'ai eu mon premier Covid, je vivais ma meilleure vie. J'ai eu le Covid, bon, j'ai joué, j'ai perdu. J'ai eu la chance d'être bien soigné. Et après, j'ai continué à vivre de la même façon et on m'a dit, mais t'es fou. Je dis, mais non, c'est juste un choix. Si ça doit s'arrêter parce que je vis comme ça, eh ben, c'est un choix personnel que je fais. J'ai demandé à personne de le juger, j'ai demandé à personne de venir rentrer dans mon intimité. Et pourtant, en ce moment, la conscience, le retour de l'hérésie, aujourd'hui, il y a des choses qu'on pense qu'on ne peut pas dire en public. Bien sûr. Tu vois, par exemple, On va en parler un peu aussi. J'ai prévu il y a une phrase que j'adore, c'est qu'on devrait avoir plus d'empathie pour les gens riches. Ça, c'est le genre de phrase, tu les dis en public. C'est pas politiquement correct. Mais c'était cancel immédiatement, tu vois. Et en fait, cette culture du cancel, elle est méga dangereuse parce qu'encore une fois, quand on cancel quelque chose qui ne te plaît pas, c'est toujours facile. Tu dis, ah, tiens, bien fait pour ta gueule. Mais après, cet outil, une fois qu'il est là, une fois qu'il est légitime, il peut être utilisé à tort et à travers et pour des choses qui finalement te concernent. Et c'est ça qui me fait peur. Donc je pense qu'on est dans une ère où les gouvernements ne sont que le reflet de leur population. De toute façon, les gouvernements démocratiques, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de... Il n'y a personne qui est là à imaginer un plan. Souvent, les conspirationnistes me font rire. C'est parce qu'ils n'ont jamais été dans une salle de l'élite qui croient qu'il y a une conspiration. Pour avoir été au World Economic Forum et avoir été invité à Davos et des trucs comme ça dans ma vie, je peux te dire que c'est la cour de récré du lycée. Il ne se passe rien du tout là-bas. C'est justement pour ça que je t'ai invité, c'est que tu peux donner une vision intérieure, on va dire, du phénomène. Et du coup, tu peux relativiser un peu le phénomène complotiste pur. Alors qu'en fait, moi j'ai une parade assez simple, c'est que les évolutions en fait qu'on voit dans la société, ça peut être également structurel en fait. Le déclin des populations occidentales, il peut être expliqué de façon purement structurelle. Alors après, on peut expliquer d'une façon plus complotiste, mais au final, le résultat est le même. C'est qu'est-ce que l'on fait derrière ça. Et ce que tu dis sur l'oppression des riches, entre guillemets, comme tu en as parlé, effectivement, dans tous les cas, c'est du discours politique. Dans tous les cas, c'est évidemment les classes moyennes, surtout dans les populations occidentales, c'est eux qui vont payer la majorité des impôts, c'est eux qui vont payer en fait pour tout le monde, que ce soit pour les pauvres, et même à la place des riches, en fait, des beaucoup plus riches qui ont les moyens d'optimiser fiscalement, etc. Bien sûr. Donc, c'est intéressant également que tu aies parlé de cancel, parce qu'à un moment, tu avais dit une phrase
à propos de Donald Trump. Et tu disais que tu étais un peu admiratif de ce qu'il avait fait, ce qu'il était devenu. C'est quand même un milliardaire qui est devenu président. Et tu avais déploré le fait qu'on puisse le prendre pour un imbécile sous prétexte qu'il était conservateur, etc. Et tu disais en somme qu'il y a un vrai problème, on va dire, cognitif, à ne pas comprendre que certaines personnes vraiment sont arrivées à un niveau auquel on peut dire c'est impossible de les prendre pour des imbéciles, quoi. Et sur Donald Trump, rien que cette phrase sur Donald Trump, on peut te cancel, effectivement. Tu dis que Donald Trump, on peut prendre des choses intéressantes de lui, c'est déjà grave, entre guillemets. D'ailleurs, cette phrase, elle est marrante parce qu'elle a été coupée, sortie de son contexte, publiée sur les réseaux. Donc, tous les mecs qui testent Donald Trump m'insultent, tous les mecs qui adorent Donald Trump me félicitent, et moi, les deux me désespèrent. Parce que ma phrase exacte, c'est quoi? C'est que moi, je suis vraiment pas fan de Donald Trump, je l'aime pas du tout, ce mec. Mais quand je vois des gens qui le critiquent sur des choses de sa réussite professionnelle, et alors qu'il est devenu président des US, ça me désole. Je me dis, mais les gens sont complètement cons, ils n'arrivent même pas à trouver la critique. Je veux dire, Trump, la critique qu'on peut avoir, elle est très très simple, hein. C'est un type qui a une vision du monde très renfermée sur lui-même, et il n'y a que lui qui compte, et c'est un hyper narcissique. Point. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas brillant? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas successful? Non. Je veux dire, quand tu vois qu'il y a des centaines de pages de débat pour savoir s'il est vraiment milliardaire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je veux dire, si le mec, il a 5 milliards, il a dit que j'ai 5 milliards, en fait, il en a 2, ça reste 2 de plus que tout le monde. En fait, je ne comprends pas où ils en sont, les gens. Et donc, en fait, il y a la même chose sur Andrew Tate en ce moment. Genre, il y a justement, je voulais en parler. Ouais. Il y a un mec qui me dit, ouais, Andrew Tate, il est pas riche, il le loue son jet. Je dis, ah ouais, toi, tu l'as loué écran ton jet. Et alors, moi, Andrew Tate, il me ressort par les yeux. Je trouve que c'est vraiment tout ce qui est le plus vulgaire dans l'humanité. C'est tous ces mecs-là qui ont été maltraités quand ils étaient petits. De toute façon, il a une gueule, lui, à avoir été bully quand il était petit. Et après, toute leur vie, ils font de la muscu et ils essaient de rattraper. Ils sont chiants, ces mecs. Mais du kickboxing aussi. Ce qui m'énerve, c'est qu'on les critique pour les mauvaises raisons. Tu vois, quand j'entends des mecs dire, ouais, il est abruti, mais non, il est méga smart. D'ailleurs, ça se voit. Après, non, j'ai envie de rectifier, on les critique pas pour les mauvaises raisons, on les critique pas parce qu'ils sont riches, etc. Principalement, on va les critiquer principalement pour leur vision du monde qui va contre l'idéologie dominante, qui est une vision, on va dire, progressiste, ouverte, open society. C'est cette vision-là qui dérange. Et d'ailleurs, Trump, il choque, c'est parce que c'est le dirigeant des États-Unis. Mais sinon, si on va en Turquie, si on va en Chine, les dirigeants ont la vision du monde de Trump, c'est-à-dire une vision que toi, tu appelles renfermiste, mais moi, je l'appellerais nationaliste, protectionniste. Et en fait, c'est une vision du monde qui a été la vision du monde classique jusqu'à pas très longtemps, au final. Mais ça, si la vision du monde, elle était vraiment open society, etc., on aurait beaucoup plus de liberté, on n'aurait pas de visa, on pourrait voyager où on veut. Et j'ai du mal. Quand tu dis la vision du monde open society, elle est dominante, ça me fait rire. Elle est dominante de rien du tout. Elle est minoritaire dans des pays où les élites ont réussi, où les gens qui font partie des élites sont majoritairement open society. Mais ils ne sont pas plus dominants que ça, comme tu le dis, en Chine, en Turquie, etc. Maintenant, si Trump il était critiqué pour ça, pour de vrai, ça me ferait plaisir parce que ce sera un débat d'idées. Mais c'est pas vrai. Il n'est jamais critiqué pour ça. C'est quand sur la télé ou à la presse, tu as une analyse constructive de la vision du monde de Trump avec les pour et les contre et ce qui plaît et ce qui ne plaît pas. C'est toujours la même chose. C'est la dernière phrase qu'il a dite qui a choqué les gens. C'est son style de vie. Tu vois, l'autre avec sa Bugatti. Mais c'est jamais leur vision structurelle du monde. Et de toute façon, quand tu parles à un conservateur, il te dit je suis oppressé, je suis une minorité, machin. Quand tu parles à un libéral, il dit je suis oppressé, je suis une minorité. Et tout le monde a l'impression d'être une minorité oppressée. La vérité, c'est que le monde, il est quand même profondément dysfonctionnel. Les principes sont rarement respectés de façon cohérente. On a des choix méga contradictoires dans nos sociétés qui nous oppressent tous. Et on manque tous d'empathie sur la nature de ces choix. Moi, je fais partie d'une école de pensée qui est l'école du minimalisme. Je pense que l'État, c'est un truc dangereux. C'est une sorte de libertarien, non, au sens anglo-saxon du terme, peut-être? Très profond. C'est que je pense que l'État doit avoir le pouvoir minimum du minimum, parce que dès qu'on donne du pouvoir à quelqu'un, ça le corrompt. Police, justice, la monnaie, point.
Et en fait, moins on donne de pouvoir à l'État et plus on se porte mieux parce que on peut s'auto-organiser et quand on n'est pas content, on va s'organiser ailleurs et on peut avoir sur Terre des modèles profondément différents. Et il y a, il y a des gens qui veulent vivre de façon traditionnelle, il y a des gens qui veulent vivre de façon plus moderne, il y a des gens qui veulent vivre de façon déjantée, il y a des gens qui veulent vivre de façon décadente. Et je pense que ce n'est pas le rôle de l'État d'avoir une opinion ou un avis sur la façon dont les gens vivent. Et je ne sais pas pourquoi tout le monde veut imposer sa façon de vivre à tout le monde. Et c'est pour ça que moi je trouve que le problème, ce n'est pas les États, c'est les gens. Parce que tout le monde, par nature, est un opposant à la liberté. Les wokistes, ils veulent détruire les autres, les conservateurs, ils veulent détruire les autres. Tout le monde pense que sa vision du monde, elle est générale. Moi, je pense que les visions du monde sont particulières, qu'on trouve ces tribus, qu'on devrait pouvoir être libre de mouvement et d'exercice de cette tribu, et qu'on ne devrait pas avoir à subir des questions d'un État. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je ne me suis pas marié. Parce que tu vois, le concept du mariage me gêne. Tu rends l'État responsable de ta relation. Moi, j'ai toujours Tu fait peux te des marier à contrats. l'église aussi. Ouais, c'est encore pire. Alors là, tu rends une religion responsable, alors là, laisse tomber. C'est la fin du monde pour moi. Non, non, moi, je trouve que la relation contractuelle, il n'y a rien de mieux. Ça permet d'être flexible, tu n'as pas d'autorité extérieure, tu rends compte à personne et tu rends entre toi quelque chose que tu définis toi-même et tu inventes ta propre forme de relation. Et Mais est-ce que ça, c'est pas un privilège? Est-ce que c'est pas un privilège? Parce que, on va dire, les petites gens, les gens modestes, ils peuvent pas avoir le privilège de cette liberté. C'est-à-dire, eux, ils doivent travailler. Ils ont pas le temps de s'occuper, on va dire, de ce genre de conception. je Il suis y a pas un petit d'accord. problème dans. Je- Par exemple, quand tu dis une liberté maximum, moi, je suis assez d'accord également philosophiquement, mais dans les faits, il y a quand même des problèmes structurels au fait de donner de la liberté à tout le monde avec un état minimum. C'est-à-dire qu'au niveau des inégalités, principalement, qu'elles soient socio-économiques ou qu'elles soient même, on peut parler de la numérisation par exemple, les inégalités entre les sachants et les non-sachants, on va dire comme ça, comme le dit Laurent Alexandre par exemple, il y a des inégalités qui s'accroissent et il va y avoir un énorme problème vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'emparent des technologies aujourd'hui et ils savent les utiliser. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que par rapport à ça, comment on peut réagir? C'est-à-dire que est-ce que les inégalités vont s'accroître, à ton avis, à cause de la numérisation du monde, à cause peut-être de l'intelligence artificielle, et à cause également des gens, on va dire, représentés par peut-être ta vision du monde libertarienne, qui ont des capitaux, qui peuvent se déplacer en fonction des niveaux de liberté qu'ils veulent atteindre. Comment la majorité des gens, la masse, peut survivre dans dans ce genre de monde, le monde qui arrive? Moi, je pense que si on était dans une société plus neutre, la masse serait plus heureuse pour une raison simple, c'est que mine de C'est-à-dire rien, l'État doit être neutre? ouais, si on vivait dans une société, et Mais c'est même plus, impossible. L'État, ce sont des hommes. Donc ils ont leurs idées, leurs idéologies. bah oui, mais tu pourrais, regarde, moi j'ai mes idées, mes idéologies, et j'ai envie de les imposer à personne. Tu peux très bien créer une structure, un système. Alors c'est pour ça que Mais j'aime tellement. l'État est justement là pour imposer ses décisions politiques. Donc c'est Non, contre-intuitif en fait. Un État neutre, non. Et justement, c'est ce là sera un où État réellement démocratique du coup. bah, c'est un État neutre, c'est un État sur lequel il s'occupe que des choses qui font l'unanimité. Il n'existe pas une philosophie dans le monde qui prône le meurtre. Ça fait l'unanimité. Tu n'as pas le droit de tuer Bien ton sûr. voisin. Bah voilà, ça c'est une mission de l'État. T'empêcher les gens de s'entretuer. Personne ne pense que dans aucune, j'ai jamais vu une philosophie, quel que soit le courant, dire qu'on a le droit de se voler les uns les autres. Tu vois, aussi libre sois-tu. La propriété privée elle doit être respectée. Ben voilà, une mission de l'État. Mais dès que ça fait débat, ça ne devrait plus être une mission de l'État. Et moi, je pense qu'une société dans laquelle les petites gens ont des vraies opportunités, comme tu dis, de développement, c'est une société qui va beaucoup mieux qu'une société qui leur promet une promesse qu'elle n'arrive pas à délivrer. La France, on promet à tout le monde du travail, de les protéger, etc. Ça fait 20 ans que tout le monde est au chômage. Ça fait 20 ans que tout le monde, personne ne se développe parce que les gens sont dans l'attente que quelqu'un vienne les sauver. Moi, j'ai cette vision caricaturale, ce que tu veux, qui est que quand quelqu'un est soumis à pas de choix et à une vraie forme d'autoresponsabilité, il a tendance en moyenne à se prendre en main. Maintenant, il y a des cas extrêmes, il y a les cas de maladie mentale, et ça, mais c'est des sujets de société qui se règlent très bien. 80% des gens aujourd'hui qui sont dans des situations où ils ont l'impression de ne pas vivre la vie qu'ils devraient avoir, c'est souvent parce qu'ils ont un confort matériel qui est immense par rapport à ce qu'ils devraient avoir.
s'ils étaient beaucoup plus soumis à une vraie pression de marché et une vraie pression économique, ils se bougeraient beaucoup plus. Et Donc si le tu système, regardes... là tu critiques le système de redistribution d'aide sociale peut-être, Ouais, des choses comme exactement. ça, qui Et incitent quand les gens à moins se bouger quand en fait. tu vois qu'on nous dit que les États-Unis sont une société libérale, moi, ça me fait rire. Les États-Unis, c'est une société capitaliste, fortement inégalitaire parce que les riches accumulent et peuvent être mis en concurrence par personne. Je veux dire, les sociétés neutres, c'est des sociétés dans lesquelles on ne t'empêche pas de lancer un concurrent. Tu regardes maintenant Facebook avec GRPD, Google, avec toutes ces histoires de data privacy, la barre, elle est devenue tellement haute pour les concurrencer. Tu prends toutes les techniques qui ont permis l'émergence de Facebook, elles sont toutes devenues illégales aujourd'hui. Le Ça, scrapping, le machin. c'est à cause des normes européennes qui Oui, imposent des exactement. règles impossibles à suivre. Des normes américaines aussi. Et en fait, on dit, ouais, c'est l'hypercapitalisme, il faut le réguler. Mais on n'a rien régulé du tout. On n'a fait que renforcer la position de quelques acteurs dominants. Quand tu es dans des sociétés où la concurrence, elle est réelle et où tu peux te faire fracasser par un nouvel entrant, bah, personne n'atteint des tailles géantes. Tout le monde est tout le temps on the verge. Mais là, les mecs sont pas Ouais, on the verge, ils n'ont pas d'ennemis. mais, mais par contre, tu oublies un phénomène qui est quand même assez important, c'est une guerre géoéconomique entre les nations et les entreprises du monde entier. C'est-à-dire que les États ont tout intérêt à promouvoir des grosses entreprises et à empêcher l'émergence, non pas seulement des meilleurs dans leur nation, mais surtout dans les nations extérieures. Donc, Ouais, on produit c'est là des où, normes également et on crée des monopoles, mais les États, ils sont en concurrence entre eux. c'est là où mon utopie, elle prend fin. C'est que je vois bien que les gens sont très, très, très attachés à cette notion moderne d'État-nation et que c'est, je pense, le drame philosophique le plus dingue des 400 dernières années. Les connards qui ont inventé la notion de nation, ils ont précipité le monde dans un cycle de destruction sans fin. On leur doit la Première Guerre mondiale, on leur doit la Seconde Guerre mondiale et on leur devra sans doute la Troisième Guerre mondiale qui arrive à grands pas. Tu penses que ce sera à cause de l'État-nation, ça? Bah oui, Les guerres- les- les gens, les Américains sont encore à se comporter comme si l'Europe c'était leurs ennemis, à nous niquer, nous prendre. T'imagines qu'on va pas avoir de C'est gaz? parce que c'est la concurrence économique, ça. Non, Ils pas veulent vrai. ils veulent garder le monopole C'est pas la économique concurrence économique. sur C'est pas la l'énergie, concurrence sur la économique. numérisation. C'est quoi? Si l'État était neutre, si l'État américain était neutre, il s'en foutrait que ce soit une entreprise française, danoise ou américaine qui gagne. Mais il C'est est pas pas la neutre, oui, concurrence effectivement. économique qui crée ça. Si ton seul critère, c'est de dire que le meilleur gagne, dans ce cas-là, tu laisses n'importe qui gagner où qu'il soit. Alors que les Mais l'objectif, Américains, c'est la domination mondiale pour les nations. C'est aussi simple oui, que ça. ben, c'est bien mon sujet. Donc, c'est pas la concurrence économique, c'est la La, domination politique. Et ça n'a la, rien à voir avec l'économie. la domination mondiale, aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus de guerre armée, on va dire, sur le terrain, direct, voilà, qu'à à part en Ukraine, mais les États occidentaux, en tout cas, ne font plus ça en théorie ou de manière limitée. Euh, la concurrence aujourd'hui, la guerre, elle est économique purement. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc la guerre, elle est D'accord. purement commerciale, économique, et l'objectif, c'est de dominer le monde par l'économie, justement. Ok, très bien. Et donc, c'est bien mon point. On ne fait pas de l'économie, on fait de la politique. On a réussi à pourrir le monde des affaires avec des concepts et des volontés qui n'ont rien à y faire. Et c'est ce qui donne, quand tu écoutes là, le pauvre gars qui s'est fait enfermer aux US, là, le dirigeant d'Alstom, tu as écouté cette interview sur Thinkerview? Ouais, sur Thinkerview, ouais, j'ai écouté. Mais moi, je suis sorti de cette interview, mais Mais c'est ça la déprimé. guerre économique. C'est Mais ça je la guerre sais, économique. c'est tout mon point. Ça n'a rien à voir avec Ça, c'est l'économie. ça, c'est- ça, c'est la puissance des États-Unis sur leurs Oui, concurrents. C'est-à-dire qu'en plus, vu avec leurs droits extraterritoriales, ils ont juste les pleins pouvoirs. On peut utiliser n'importe quel Gmail, etc. Ils ont les pleins pouvoirs. C'est quand même ouais, grave. exactement. Bah, je suis d'accord. Et ça, Mm. c'est le fait qu'on ait accepté ça en tant que nation et le fait que les Américains se gargarisent de leur pouvoir, ils ne se rendent pas compte le jour où ça va être la Chine qui va leur faire le même coup. Les populations du monde entier ne se rendent pas compte à quel point cette abstraction de l'État-nation est un danger pour le bien-être et la prospérité mondiale. C'est un Et, danger. et- C'est mettre les gens dans un très mauvais sujet de neutralité. C'est faire croire aux Américains qu'ils ont une essence identitaire qui serait être américain. Ça n'a aucun sens. Un pays qui n'existait même pas il y a 200 ans. Et on a réussi à créer cette fiction. Donc mais c'est c'est bien la gra- preuve que c'est une fiction c'est- physiologique. c'est grâce à ces fictions qu'on peut construire des nations, des cultures. C'est grâce à des fictions, Non, qu'elles soient non, religieuses, étatiques, on n'a nationales. pas, on n'a pas, C'est grâce à ça que le monde a avancé également, non?
on n'a pas besoin d'une fiction nationale pour créer une culture. D'ailleurs, il y a toujours une histoire, même toi tu le dis, derrière les entreprises, il y a toujours une fiction, une histoire, un storytelling, c'est pareil. Mon point, c'est que la fiction nation a détruit les cultures. On parlait 60 langues en France, on les a détruites les unes après les autres. Pour parler le ça, c'est la centralisation étatique nationale. Ouais, mais la centralisation, elle vient de quoi? C'est la construction de l'État-nation, effectivement. C'est la même chose aux US. Aux US, ils n'arrêtent pas de parler d'identité US, qui est un sketch, et ils disent on se fait remplacer par les hispaniques, les machins. Moi, ça me fait rire. Je veux dire, une culture ne devrait être que quelque chose de vivant, diversifié, avec des influences plus ou moins dominantes à des moments donnés, mais c'est pas ça. C'est des petites minorités de gens qui veulent imposer une vue au monde. Les WASP aux US essaient d'imposer leur vente. Regarde, prends un exemple tout bête. La culture du dating dans le monde. Une des plus grandes catastrophes modernes inventées. Tout le monde se comporte comme des Américains. Ils font des dates, ils font au troisième rendez-vous pour coucher, machin. Et cette culture est en train de devenir dominante à cause des films, etc. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, la culture est dominante par l'instrument de la géopolitique et parce que les États ne veulent pas se comporter de façon neutre. Mais qu'on ait laissé les États prendre ce pouvoir, jouer à ce jeu-là, etc., ça va nous coûter notre prospérité à tous. Ce qui est en train de se passer avec la Russie et l'Ukraine, regarde comment Poutine est en train de détruire la prospérité des Russes au quotidien. Il est en train d'inventer la première machine à remonter le temps qui marche. Et on a des abrutis de ce côté qui sont soutiens de Poutine. Et les gens, personne ne voit le seul débat. Il y a un seul débat dans cette affaire. N'oublie pas que les premiers soutiens de Poutine, ce sont les Russes eux-mêmes. Et sa popularité est allée en s'accroissant. Oui, mais ça, c'est le drame. Mais là, ils vont commencer à comprendre. Donc, c'est bien. Mais quand tu vois que tu as des soutiens et qu'ils oublient un facteur, qui est qu'on a laissé un mec avoir le pouvoir de déclencher une guerre. Ça a toujours été le cas, ça. Mais non, regarde, il s'est passé exactement la même chose en Irak, en Afghanistan, c'est exactement la même chose. Ouais. Sauf que quand c'est la Russie, évidemment, les excuses ne sont pas assez bonnes. C'est complètement con comme argument. Le vrai argument, c'est qu'on n'aurait jamais dû laisser les Américains faire. On n'aurait jamais dû laisser... Ben oui, mais donc c'est complètement con comme argument d'aller dire quand on dit ça, ça ne veut pas dire défendre ce que fait la Russie, mais ça veut dire qu'en termes de proportion, c'est exactement la même chose que ce qu'ont fait les Américains et aux Afghans, aux Irakiens, en Libye, en Syrie. C'est exactement la même chose. Donc en fait, il n'y a pas à accepter aucune des situations. En fait. Il n'y a à accepter aucune des deux situations. Déjà, tu peux prendre deux arguments. Premier argument, tu peux te dire, OK, c'est vrai, c'est la même chose, et la prospérité américaine n'a pas été détruite. La prospérité russe est en train d'être détruite. Donc, on n'a pas encore les conclusions de ça. Si, on a les conclusions de ça. Ils ont fait rentrer énormément de capitaux, justement, à cause de la politique gazière, les sanctions économiques, etc. Donc, pour l'instant, à mon avis, c'est très difficile de trancher. Mais non, le bien-être... ma meuf est bloquée en Russie depuis 6 mois, elle ne peut pas sortir. Enfin, non, mais ça, c'est un autre sujet. La prospérité des gens s'est écroulée. Si tu me parles de 4 oligarques qui se sont enrichis, la prospérité des Américains ne s'est pas écroulée avec la guerre en Irak. Donc, rien qu'en rapport de force, si tu es en purement rapport de force stratégique, d'un côté, tu as une guerre illégitime qui a été déclenchée, mais qui n'a pas eu un gros impact sur la prospérité des gens. En Russie, tu as un mec qui a le droit de décider et de détruire la prospérité d'un pays entier. Poutine, il décide pas tout seul. Il décide pas tout seul. Il a quand même, il a des gens autour de lui. Il ne fait pas ça tout seul. Et n'oublie pas cet argument du fait que la population le soutient. Donc il a le soutien. La population est derrière lui. Et même énormément de gens trouvent qu'il va pas assez loin. Poutine, ce serait apparemment un modéré en Russie. Les gens veulent agir de manière beaucoup plus radicale là-bas. Ah oui, ils veulent mobiliser l'intégralité de la population. Donc il faut bien se rendre compte de ça aussi. Ça, c'est un très bon point. Mais bon, il n'empêche que d'avoir accepté ces systèmes-là et d'avoir laissé les États pouvoir développer ce genre de capacité, c'est la plus grande menace qu'on a à notre liberté collective, individuelle et générale. Et je n'ai pas de solution à comment on sort de ça, mais c'est une situation qui va de pire en pire. Les Américains ont fait n'importe quoi, ils n'ont pas respecté leurs principes, ils n'ont pas respecté leur philosophie, ils se sont complètement crédibilisés en termes d'image. Les régimes autoritaires chinois et russes sont des géants au pied d'argile.
la Chine est arrivée à une situation où la moitié de la population ne paye même plus son loyer. On t'aurait dit ça il y a 3 ans, tu aurais dit, mais c'est un film de science-fiction. Et ça c'est le monde dans lequel on vit. Donc, j'ai pas de solution, je ne suis pas un expert de sujet, je n'ai pas de poste de pouvoir, mais ce que je constate, c'est qu'on vit quand même dans des sociétés profondément dysfonctionnelles pour le bien-être collectif, parce qu'on laisse des gens décider de jouer à un jeu de nation, de pouvoir, qui n'a aucun sens. Aucun. Ça n'a aucun sens économique, ça n'a aucun sens de développement, ça n'a aucun sens de prospérité, ça n'a aucun sens de bonheur, ça n'a aucun sens de santé. En tant qu'entrepreneur. T'as coupé, excuse-moi. T'as coupé. Ton micro est sur mute. Ouais, parle. Vous m'entendez? Ouais, à nouveau, ouais. Ouais, ça coupe tout seul là, je sais pas pourquoi. Oui, je disais que ça m'étonnait ce que tu disais sur les États, parce que l'entrepreneur, sa quête, c'est également le pouvoir. On est d'accord ou pas? C'est le pouvoir économique. C'est le pouvoir d'être avant tout concurrent. C'est le pouvoir de conquérir des marchés. C'est exactement la même logique des États. Et au final, est-ce que c'est pas 100% de croissance? 100% des entrepreneurs qui sont dans cette logique foire. Ok. Aucun entrepreneur qui essaie de niquer son concurrent ou de conquérir. La concurrence, c'est nul. Un des premiers trucs que tu comprends dans le business, c'est que la concurrence, c'est une fiction qui a été inventée par des gens qui n'ont jamais fait de business et qui permet de décrire dans des termes qu'on connaît de guerre, de tension, une réalité économique qui n'a pas de sens. Je m'explique. Regarde, tu rentres dans un rayon de paquets de céréales. Tu as vu le nombre de paquets de céréales que tu vois? Il n'y a pas une boîte de paquets de céréales qui gagne moins de 20% par an. Aucune. Et pourquoi? Donc, parce qu'en fait, ils développent tous ensemble un marché, même s'ils sont concurrents. En général, la concurrence, ça développe un marché. Et la concurrence, ça ne réduit pas un marché. À part quand les États, du coup, mettent leur nez dedans et créent des petits monopoles pour les avancer. Évidemment. Mais après, voilà, Google, ça a été... l'État était derrière Google pour leur filer des coups de main et des financements pour lancer ça. Pareil pour Facebook, au bout d'un moment, on a vu qu'il y a eu une influence internationale et du coup, Facebook s'est largement étendu partout. Et puis maintenant, Meta avec toutes les filiales Instagram et compagnie. Donc, pour toi, le problème, c'est vraiment, du coup, les États. Donc, c'est vraiment, on rentre vraiment dans cette conception libérale, libertarienne, un peu du sujet. Je te reprends ma philosophie très simple. Elle est vraiment simple. Le pouvoir, ça corrompt. Il faut en donner à personne. Le pouvoir économique, c'est génial quand c'est limité à l'économie. Qu'un État, ça doit permettre d'être sûr que les gens n'abusent pas de leur pouvoir économique. Et que si on fait ça, les gens peuvent se consacrer à quelque chose qui est beaucoup plus sain que de faire concurrence. C'est de se développer économiquement et de développer la prospérité. Et la prospérité, ça compound. La guerre, ça ne compound pas. La guerre, c'est un jeu à somme nulle. Le développement économique, c'est un jeu sans somme nulle. C'est pas parce que je gagne... Historiquement, pourquoi il y a de la guerre? Regarde, tu as parlé bien des dysfonctionnements de la société, que ce soit en Chine, aux États-Unis. On connaît bien le déclin de l'Occident. La guerre, c'est justement ça qui reset le monde. Il y a différentes manières de resetter le monde, on va dire. Resetter en fait l'économie, remettre tout à plat, tout à zéro. Il y a une énorme crise économique ou il y a une grande guerre. Il n'y a que ces deux choix en soi. Donc aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il va y avoir une telle situation? Mais à mon avis, c'est parce que le système est arrivé au bout d'une logique également structurelle. Parce que tu penses qu'on a besoin d'un reset. Mais pourquoi tu penses qu'on a besoin d'un reset? Je ne pense pas forcément qu'on a besoin d'un reset. Bah alors? Mais je dis que le monde est arrivé à de telles limites que est-ce qu'à la fin, il ne faut pas provoquer une guerre? Mais je ne parle pas de moi. Est-ce qu'à la fin, il ne faut pas provoquer une crise, une guerre, etc. Il y a des guerres qui sont provoquées, il y a des crises qui sont provoquées. Et au bout d'un moment, c'est tout simplement parce qu'il faut solvabiliser tout le monde et remettre toutes les choses à plat. Ouais, d'abord, je crois que ça peut arriver, ça. Non, mais d'abord, je ne pense pas que ça marche comme ça. Je ne pense pas que ces décisions de guerre soient prises par. C'est pas aussi simple, évidemment. Par comme ça, mais et je vois bien que on a en tête les exemples historiques de la Première et la Seconde Guerre mondiale qui ont permis un renouveau économique et de redistribuer les cartes, etc. Parce que c'était d'une violence telle qu'elles ont été des resets. Mais je ne peux pas croire que ça a été autre chose que des ralentissements du progrès. Je veux dire, la Seconde Guerre mondiale, ça a tué quand même beaucoup de scientifiques. Et donc, en fait, ce reset, personnellement, il me désole.
Et cette vision qu'on a d'accepter de jouer à ce jeu, etc., c'est un... Et encore une fois, mon point n'est pas de dire que je comprends le réel, je comprends le jeu auquel les gens jouent dans le monde réel, mais je me rends bien compte aussi qu'on est tous responsables par notre volonté. Et on a quand même tendance à éduquer les gens à être fascinés par ce genre de problème. Moi, je viens du Liban. Le Liban, c'est quoi? C'est un pays qui a été complètement détruit par sa population. La narrative sur le Liban, c'est quoi? C'est le gouvernement corrompu a détruit la nation. Mais non, c'est pas vrai. C'est les Libanais qui ont détruit le Liban. Et les Libanais, ils ont détruit le Liban comment? En étant self-centrés, impossible de comprendre la diversité, toujours à se battre pour des conneries, corrompre à tous les étages, à tous les chemins et de toutes les façons. Et à la fin, ça donne une catastrophe où il n'y a même plus d'électricité, il n'y a même plus d'eau, il n'y a même plus rien qui fonctionne. Et on dit, ah là là, c'est parce que les mecs, ils ont volé. Mais non, les mecs qui ont volé, ils étaient juste plus talentueux que la moyenne. Mais le problème, c'était la culture générale qu'on a créée, ce qu'on a dit aux enfants, ce qu'on raconte aux gens. Et moi, je pense qu'on peut changer la narrative. On peut raconter une narrative où on se dit, putain, c'est pas le but de se taper dessus, c'est pas le but de se raconter des choses, d'être la nation la plus puissante. Quand les Américains passent 30 ans de leur vie à dire We are the best country on earth, we are the best country on earth, ils ne se rendent pas compte de la destruction psychologique qu'ils ont fait dans le monde entier. Ils auraient jamais dû créer cette narrative, et c'est une narrative extrêmement toxique. Et comme tout dans la vie, ça commence par des histoires. Tu as parlé de la religion et tu as parlé de l'État. Moi, je pense qu'on peut créer une histoire alternative à la religion et à l'État, et on peut créer une histoire de liberté individuelle. Et ça commence par des gens qui prennent leur vie en main et qui la vivent de façon la plus libre possible, la plus en dehors du système possible, et qui élèvent leurs enfants dans cette logique-là. Et petit à petit, ça peut peut-être un jour devenir une tribu dominante et une élite dominante parce qu'elle sera plus prospère, plus efficace, plus flexible. Mais moi, profondément, ma philosophie, elle repose là-dessus. Et j'ai jamais voulu jouer, j'ai jamais compris ce jeu des États-nations qui me dégoûte. Je veux dire, le patriotisme et le nationalisme, moi, c'est des sentiments qui me dégoûtent. Donc toi, fondamentalement, tu es vraiment un cosmopolite assumé. Pour toi, c'est ta solution de liberté vis-à-vis des États faillis, de la défaillance du monde moderne? Elle est locale. Elle est méga. C'est même pas la ville, l'identité, c'est l'état d'esprit. C'est qui on est. Ce qui on est n'est défini que par les valeurs qu'on porte et par ce qu'on est. Et toute identification au-delà de ça n'est qu'une identification de cheap, parce que c'est une identification parce que tu n'as pas fait de travail personnel sur toi-même et tu n'es pas très au courant de ce que tu veux pas, donc tu as besoin de prendre un peu de McDonald's des autres, tu vois. L'État-nation, c'est un peu pour moi le McDonald's de l'idéologie. Je ne sais pas qui je suis, donc je suis russe, ou je suis ukrainien, ou je suis libanais, ou je suis je sais pas quoi. Enfin, pour moi, pour moi, les gens qui ont besoin de se définir comme ça, c'est parce qu'ils savent pas qui ils sont, et donc ils ont besoin de se protéger derrière une entité abstraite, quoi. Mais on a toujours besoin d'une identité, l'identité nationale, culturelle, la langue, Mais l'histoire. C'est ça qui fait le fondement de notre structure. Les mecs qui parlent 30 langues, ils sont en moyenne beaucoup plus intelligents que les gens qui en parlent une, hein. Je veux dire, j'ai jamais rencontré un mec qui parle plusieurs langues et qui est fermé d'esprit. C'est bizarre quand même. Mais on parle pas d'intelligence, là. On parle de la culture et de l'identité des gens. C'est vachement important quand même pour se construire. Et ben, je te dis que les gens qui parlent plusieurs langues ont en général des identités plus profondes que les gens qui en parlent une. Les gens qui parlent qu'une langue et qui se définissent comme ça, ils savent pas qui ils sont. De toute façon, regarde, on va la faire simple. Le taux de suicide, le taux de dépression et le taux d'anxiété de ces gens qui, soi-disant, sont fiers de leur identité, fiers de leur patrie, fiers de leur langue, comparé aux gens qui parlent plusieurs langues, qui connaissent plusieurs cultures, qui sont plus agiles et plus adeptes. Lesquels des deux, en moyenne, vont mieux? On le voit tous. On n'a jamais rencontré un polyglotte qui est en dépression mentale. Après, avoir une culture et une identité forte due à l'histoire de son pays, à l'histoire de sa langue, de sa culture, n'empêche pas d'apprendre d'autres cultures et d'être en lien avec d'autres cultures. C'est également possible. Si tu es fier de choses aussi abstraites que l'histoire de ton pays, c'est que tu n'es pas capable de la regarder en face. Tous les pays ont une histoire d'arc, tous les pays ont une histoire light.
Et en fait, oui, mais Mais tu dis bien, c'est la vie, il faut accepter les mauvais côtés et les bons regarde, côtés, tout simplement. regarde, mais c'est très bien que c'est complètement faux. 100% des gens qui se disent fiers de la culture française, tu crois que tu peux leur dire que l'État colonial français était une horreur? Tu as déjà Bah, moi, rencontré un mec qui dit, moi, je suis fier de la France, je trouve ça incroyable et tout. Par contre, la guerre d'Algérie, on a merdé? bah, évidemment. Non. Mais évidemment. Mais Mais où? évidemment. Mais où Bah, ça? J'ai déjà vu un j'en mec connais au plein, hein. Rassemblement national qui a fait ça? Mais moi, par exemple, Ouais. je suis fier de l'identité française que j'ai, même si j'ai des origines africaines. Et c'est pas un souci. Et je vais pas dire j'ai validé tout ce qui se passe dans l'histoire, etc. Mais c'est pas le sujet. C'est juste de l'histoire, en fait. On n'a pas Mais besoin de valider ce qui s'est passé dans l'histoire. Ça s'est passé. Peu importe. C'est la construction qui s'est passée comme ça. qu'est-ce que On c'est peut que être fier de l'identité? l'ensemble. Bah alors pourquoi t'es Bah, pas fier? Pourquoi t'es l'identité, pas c'est le fier de, résultat. pourquoi t'es pas le fier de l'incroyable culture chinoise? Bah, parce que je Pourquoi suis t'es pas pas chinois, fier tout simplement. et c'est débile. Mais si tu peux tomber amoureux de la culture chinoise, c'est Donc pas toi, un tu es en train souci. de me Même si dire tu que n'es pas. ton identité, Ouais, elle est construite par le sperm club auquel tu as appartenu, intersection du club effectivement. géographique. Bah, je suis né homme, je suis né français, donc malheureusement, je dois faire avec. Et je suis né avec des présupposés génétiques et culturels sur lesquels je pense que je ne peux pas me détacher. Ouais, bah Et ça, je pense que on peut les adopter et se construire avec sainement. Et on peut également épouser d'autres cultures, d'autres visions du monde, etc. c'est tout mon point. Et être dans ce dialogue permanent, c'est également la vie. On peut très bien Mais croître, être dans fais une bonne pas, mentalité, tout en ayant une identité. fais pas semblant de me faire croire que les gens qui se sentent fiers de leur nation sont des gens ouverts d'esprit. J'y crois pas une seconde. Tu es peut-être l'exception. Mais Ça dépend. non, mais fais pas, ça dépend. Mais Prenons la. évidemment que quelqu'un de progressiste sera plus ouvert sur le monde qu'un conservateur. Ça tombe sous le Ouais. sens. C'est la définition même. Et au-delà de ça, tous les prêcheurs de haine, tous les gens qui ont toujours tendance à te dire que c'est de la faute de quelqu'un que quelque chose est comme ça, ils sont toujours. Tu regardes, en France, Tout le monde fait ça. on a beaucoup de prêcheurs de haine. On a Mélenchon qui nous explique que c'est de la faute des entrepreneurs. On a Le Pen qui nous explique que c'est de la faute des Arabes. On On a a Macron Zemmour, qui nous explique que c'est le problème des gilets jaunes, voilà, etc. Macron qui nous explique que c'est le problème des Gilets jaunes. On a Zemmour qui nous explique que c'est le problème d'une enfance chétive. Donc, tout ça réuni à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Tu vois bien que ces gens-là, leur identité, elle est toujours par opposition à quelqu'un d'autre. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est comme ça qu'on construit une Non, identité. Effectivement, pas il y a vrai. toujours, Mon identité, elle s'est construite en opposition à personne. Moi, j'ai une tête américaine, un ventre japonais, sans doute des couilles italiennes, j'ai des pieds flamands et j'ai des bras français, quoi. Enfin, tu peux très, très, très bien. Et en plus, dans chacun de ces pays, il y a des choses à prendre, des choses à pas prendre. Il y a des parties de la évidemment. culture française qui me fatiguent. Ben oui, mais donc si tu dis évidemment, ça veut bien dire que ce monolithique qu'on appelle l'identité, la fierté nationale, c'est une illusion. Tous les pays ont des Bien choses, sûr. des choses. Ben oui, mais Mais donc, l'illusion et la réalité, ça s'auto-engendre. C'est récursif, entre guillemets. C'est-à-dire que l'illusion crée la réalité et la réalité également est une partie de la fiction, etc., etc. Donc c'est totalement normal. ok, si tu veux. Bah, Moi, quand tu crées une idéologie qui devient réalité derrière, bah, en fait, les deux s'engendrent mutuellement. Et donc, il y a ouais, une part de fiction, une part de réalité. Et en fait, tout ouais. est comme ça, un peu une combinaison de Ou, tout. ou tu peux faire ce qu'on a fait plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. Tu vois, par exemple, avant, quand il y avait l'orage, on disait Thor est en colère. Mhm. Puis un jour, on s'est dit, tiens, en fait, non, c'est un phénomène magnétique. Et bah, peut-être qu'en fait, sur les questions d'identité et culture, un jour, les gens vont se dire, bah, en fait, c'est des fictions de la même niveau que Thor a lancé la pluie. Et que si c'est une fiction et que ça, bah, en fait, on n'a pas besoin de la subir, on n'a pas besoin d'avoir peur de Thor, comme on n'a pas besoin de se définir par une nation et qu'on peut se définir par des choses beaucoup plus profondes. Tu penses qu'à l'avenir, du coup, les gens auront de plus en plus ta vision du monde? Non, moi je pense qu'on est en train de partir dans l'autre sens. Les Et un gens sont retour plutôt aux nations, en effectivement. retour de nation. Qui est d'ailleurs, hein, d'ailleurs, quand les gens me disent ils sont pour la tradition, pour les nations, en général, c'est que je sais qu'ils sont pas très versés en histoire. Parce que la nation, c'est quand même un concept super récent. C'est le 18e Effectivement. siècle, la nation. Donc, je me demande de quelle tradition millénaire ils parlent.
Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un concept très, très, très successful et qui, moi, je pense, est très toxique. Très Mhm. toxique et Bon, n'apporte pas après, beaucoup. les États-nations, la formation des États-nations modernes, effectivement, c'est plutôt au 18e ou des choses comme ça, 17e peut-être, pour certaines. Mais voilà, ça date quand même d'avant. Certains, en histoire, on peut déjà, par exemple, on peut dire qu'en France, c'est le baptême de Clovis, tout simplement. Donc ça remonte quand même pas mal depuis avant même les États-nations. Mais C'est voilà, il y a une c'est- histoire, en fait, qui a fait que des peuples et des c'est- cultures se sont croire que retrouvés en Clovis, France. était- croire que Clovis était français, c'est quand même. Non, mais Faut, voilà, en fait, faut vraiment être un. c'est une Faut vraiment fiction, être encore un une mec. fois. C'est comme On peut Jeanne d'Arc. choisir, on peut choisir n'importe où dans l'histoire et on peut dire, bah, tiens, peut-être que c'est l'histoire France, l'identité française a commencé à partir de là, parce que cet homme-là a commencé à réunifier des gens autour d'un concept un peu plus général que sa petite communauté à lui. Ouais, ça c'est vrai, mais à la fin de la journée, moi ça me ferait plaisir si l'histoire était moins une fiction et Une plus réalité. un débat scientifique, posé et un peu plus perplexe, quoi. Ok, je vois. On a parlé de Reset tout à l'heure. Tu as dit également que tu as été à Davos. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Donc, j'imagine, tu connais un peu ce concept de Great Reset. Tu en as entendu Ouais, parler, j'imagine. j'en ai entendu parler plein de Qu'est-ce que fois. tu Ouais. en penses? Qu'est-ce que tu peux nous en dire, du coup? Bah, j'en pense que c'est de la grosse connerie. Enfin, Attends, il y a différentes façons de parler du Great Reset. Le Great Reset, on va dire, c'est une planification. Tu m'entends? Ouais. ouais. Je disais, le Great Reset, grosso modo, c'est une planification économique suite au Covid-19. C'est-à-dire, on va refaire le monde, notamment sous une contrainte très particulière qui n'avait pas été mise dans la conceptualisation économique. C'est la fameuse contrainte écologique. C'est ça le Great Reset. Si on utilise l'écologie, la numérisation pour refonder le monde sous des nouveaux concepts, et ça a été promu du coup par Klaus Schwab, qui justement Hmm. dirige le Forum économique mondial. C'est, Ouais. dans les termes vraiment très très précis, c'est ça, exactement Ok, ça, la Great Reset. C'est prenons une ça. planification internationale de Davos. Ok, Qu'est-ce que tu en penses? c'est de la grosse connerie. Davos, il planifie rien. Davos, c'est une réunion de gens qui se de... retrouvent au lycée. Vraiment, c'est la cour de récré. C'est comme au lycée. Il y a les gens cool. Parmi les gens cool, il y a les gens vraiment cool. Le truc le plus important à Davos, c'est à quelle soirée tu es invité. Les gens tueraient père et mère pour être dans la soirée la plus cool de la conférence. Après la Et réunion? aucun des mecs qui sont autour de la table peuvent se blairer. C'est un truc de malade. Personne aime Bill Gates. Quand on me dit Bill Gates, il dirige, machin, et trucs, les mecs, personne ne peut blairer ce mec. J'ai vu, moi, j'ai assisté à des trucs très Ça veut drôles. pas dire qu'il n'a pas d'influence, même Non, si non, mais personne il a une ne blaire. influence, mais il a la même influence qu'en fait un peu tout le monde. C'est que, en fait, moi, mon analyse, c'est que le monde a plus de leader et plus de vision depuis pas mal d'années. Et que pour le meilleur et pour le pire, on tourne un peu de façon automatique. Et, euh, et en fait, le grand reset et les plans de Davos et machin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réalité économique. Il y a une réalité à la volonté de contrôle, de data, de surveillance. Ça, tout le monde veut plus de sécurité à travers le monde et ça passe par moins de liberté. Et ça, c'est mon exemple des piscines au début. Mais c'est pas incarné dans une idéologie, euh, comment dire, planifiée. C'est pas quelque chose que les gens ont décidé de faire de façon, euh, de façon claire et réfléchie. C'est plus quelque chose qui est dans l'air du temps, qui plaît aux populations. Et encore une fois, on revient au fait que la majorité des gens, tu vois, par exemple, moi je suis sûr que la majorité des Français, tu leur dis, t'as pas le droit de voyager en jet parce que c'est contre la planète et on va empêcher Bernard Arnault de voyager en jet, ils sont trop contents. Et après, on va leur dire, en fait, c'est plus que les jets, c'est aussi les avions longue distance. Et ils vont se dire, ouais, de toute façon, je vais jamais en Thaïlande. C'est pour ces connards d'influenceurs. Et Et un jour, petit ce à sera, petit, voilà. petit à petit, Petit à ça petit, ça les concerne tout touche. le monde, parce que c'est comme ça que le Léviathan vit. Il vit de prendre une minorité, de lui imposer quelque chose, et ensuite de l'imposer à tout le monde de plus en plus large. Mais c'est pas parce qu'il y a un mec qui dirige tout, c'est pas parce que Klaus Schwab,
qui est un mec pas très smart. De toute façon, Bernard Arnault, il va continuer de l'utiliser, son jet. Et par contre, les autres, ils vont arrêter de prendre l'avion, effectivement. Ouais, et en C'est fait, et plutôt à la ça que ça fin, se passe. Parce que le et à discours, la ils vont fin, dire on va sanctionner les riches, mais en fait, ceux qui sanctionnent, exactement, c'est pas les riches, hein. exactement, c'est exactement ça. Ça, je te rejoins. Mais Bah, bon, je pense pas c'est pour que ça que je t'ai invité, maintenant, parce que c'est super intéressant que tu connaisses un peu bah, voilà, l'idéologie, enfin, les gens que tu peux croiser à Davos. Tu as également croisé Bill Gates, tu l'as rencontré. Moi, ouais, c'est ça que je voulais savoir de toi, et que est-ce que tu pourrais c'est nous pas en une, dire plus c'est pas une sur histoire simple. la psychologie de ces gens que l'on considère tout puissants aujourd'hui, qui ont quand même eu un vrai pouvoir, une vraie influence économique et politique. Est-ce qu'il y a voilà, des traits qui t'ont Bah, moi, Bill Gates, que j'ai eu tu as l'impression. relevé? Est-ce que ce sont des hommes normaux? Quels sont leurs comportements? Bah, Bill Gates, moi, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un gamin de lycée, quoi. Enfin, il est très imbu de lui-même. Enfin, moi, j'ai une thèse. Ma thèse, c'est que les gens qui prétendent vouloir sauver le monde sont soit des psychopathes, soit des menteurs. On sera totalement d'accord, à mon avis, sur ce sujet. Vraiment, ceux qui prônent la morale tout le temps, je me méfie énormément. Ouais, c'est toujours les mêmes. C'est les pires, hein. Et puis, donc moi, j'ai été membre d'un groupe qui s'appelle le Global Tech Panel. C'est bizarre d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu beaucoup de Raconte-nous ce théories. que c'est. Ouais, Raconte-nous ce que c'est un peu. c'est la ministre de la Défense européenne. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais on a une ministre unifiée de la Défense en Europe. Si, je suis au Euh, courant. voilà. Oui, moi, quand j'ai reçu la lettre me proposant de rejoindre ce groupe, j'étais même pas au courant. J'étais, ah bon, on a ça. Et donc, C'est pour faire la fameuse Europe de la défense, qui ne fonctionne voilà. absolument pas. Voilà, exactement. Je l'ai vu de l'intérieur, d'ailleurs, à quel point ça ne fonctionnait pas. Excellent. Et, Raconte-nous. et donc, elle m'a invité, elle était fan de mes vidéos, elle m'a dit, donc voilà, les membres du Global Tech Panel, c'était le président du World Economic Forum, l'adjoint de Klaus Schwab, il y avait le fondateur de Spotify, il y avait le président de Microsoft, il y avait Bill Gates et Melinda Gates, il y avait la femme de Hong Kong, qui est la femme la plus riche de Hong Kong, la maîtresse de Li Ka-shing, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, petit Il y groupe avait de du 12 monde. personnes qui se réunissent. Ok. Ouais, 12 personnes qui se réunissent à travers le monde. On a participé à des trucs très high level. Mais pourquoi ils J'ai, t'ont invité toi, du coup? Quelle est ta plus-value je dans ce te genre de groupe je te sur la dis, défense? elle était fan de mes vidéos et elle avait envie. C'est tout. Ok. Ouais, elle avait vraiment envie. Je pense que c'est un peu la case discrimination positive. Je cochais plein de cases. Il J'avais fallait un un nom arabe. d'arabe. Ouais. Voilà. J'avais un nom d'arabe. J'étais pas vraiment arabe, donc ça aide. Euh, j'ai, je parle bien. Arabe, mais Euh, pas trop. Vidéo, blablabla, tout ça réuni. C'était un bon trip pour elle, quoi. Et, euh, et en fait, le, le sujet pour elle et pour tous ces gens, c'est que moi, je suis arrivé, je me suis dit, je vais être avec les gens les plus puissants du monde à parler cybersécurité, euh, terrorisme, défense, AI, armes létales, etc. J'ai quand même participé au G20 de la défense, j'ai participé à plusieurs de ces groupes de très haut niveau. Et en fait, tu te réunis, tu arrives, tout le monde pose pour la photo, tout le monde fait le malin, fait son petit discours, sa petite phrase, machin. Ensuite, tout le monde pose les téléphones, les micros, les machins, les portes fermes. Et là, tu es à huis clos avec ces gens-là. Et là, Les langues se délient. les langues se délient et ils sont tous désespérés. Et grosso modo, leur discours, c'est il faut nous aider, on est paumé, on ne sait pas à quelle loi on appartient, on ne sait pas à quel pays on appartient. Les conditions d'exercice de nos pouvoirs numériques sont complètement contradictoires. On est dépassé par la modération. On est machin, truc. Et on est. Et en fait, j'ai vu des gens qui étaient perdus, en fait. Et perdus à un point où, en fait, ils opèrent dans une dimension qui n'est pas celle de l'État-nation. Et l'État-nation leur tape dessus, ils ne savent même pas à quelle nation ils appartiennent. Et Ah, ça, donc, c'est toute la triste histoire de l'Union européenne, hein. ouais, ils disent à l'Europe, s'il vous plaît, aidez-nous avec les Américains. Ils te racontent des histoires que malheureusement, je ne peux pas raconter, mais tu te dis, mais c'est pas possible ce niveau d'incompétence. Donne-nous un petit exemple, sans citer de Bah, nom.
Un truc que je peux raconter qui n'est pas confidentiel, qui a donné lieu à un communiqué de presse que les gens peuvent aller voir. Mais grosso modo, il y a eu un grand scandale sur les armes létales en intelligence artificielle. Que grosso modo, les algos étaient entraînés sur des gens blancs et que ça ne reconnaissait pas bien les gens noirs et ça risquait de buter beaucoup de noirs pour rien. Ça, c'est un classique de la reconnaissance faciale. Effectivement, les Enfin, noirs, ils sont plus durs à distinguer. Et pour les exact- drones armés, les fameux SALA, voilà, les armes autonomes par drone, effectivement, oui. Oui. voilà, Et exact. du coup, c'est juste que c'est pas politiquement correct, du coup, de dire que on fait la reconnaissance faciale plutôt vers les blancs parce Non, mais qu'ils sont plus simples à si tu veux, traiter. quand tu rencontres la boîte qui a développé cette techno, ce Ouais. qu'elle te dit, c'est que c'est pas volontaire. Maintenant, ils sont dans cette situation, ils ont une pression des États pour délivrer un truc qu'ils sont incapables de délivrer et qui supplient la représentante de trouver un moyen de faire interdire ça à l'ONU parce qu'ils n'ont pas envie de finir en tôle en Israël ou aux US, d'être sous pression de devoir livrer ça. Donc, toi, tu crois de l'extérieur que c'est des gens, ils sont là comme des Illuminati, machin, alors qu'en fait, ils sont dans la Ils sont peur, juste paumés, quoi. ils savent plus quoi faire et ils ont un pouvoir qui les dépasse de très très loin, en fait. Et du coup, tu penses que vraiment toutes ces normes de l'Union européenne, par exemple, mais les normes américaines également, et toute cette technologie échappe au contrôle même des hommes. Du coup, c'est Ouais, un système qui s'auto-engendre tout seul. exactement. Moi, c'est ma thèse. Moi, c'est ce que j'en ai Et les, tiré et, comme. les, et les gens essaient de le contrôler à bout de bras, Ouais, etc. Ok, on va essayer exactement. Et moi, quand de j'étais au peaufiner G20 de quelques la trucs. défense et que j'ai vu ce que c'était un G20 de la défense et que tu te rends compte, j'ai quand même j'ai eu une chance incroyable de travailler avec Frédérica, d'aller à plein de réunions et d'être dans les pièces où les gens. Et en fait, les gens, ils sont paumés. Ils ne savent pas ce qu'est l'IA, ils ne savent pas ce qu'est la big data, ils ne savent pas ce qu'est la cybersécurité, ils ne C'est des savent pas ce boomers, qu'est quoi. le hacking. C'est des méga boomers. Et ils sont là à devoir en discuter, prendre des décisions. Et puis, ils regardent le mec qui a deux converses différentes et ils disent: C'est alors, c'est ho- qu'est-ce qu'on fait? c'est horrible, là, ces politiciens qui prennent des décisions très, très importantes et qui maîtrisent même pas les sujets, quoi. Non, C'est quand même quelque chose, ça. ils ne maîtrisent rien du tout. Rien. C'est à un point. Des discussions interstellaires sur privacy, machin. Enfin, et moi, j'étais, tu vois, j'étais au milieu de tout ça. Moi, je suis ressorti de cette expérience complètement déprimé. Complètement déprimé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Le monde va où, en fait? Et mélanger à tout ça des fictions invraisemblables où les mecs, ils croient qu'ils sont en guerre les uns contre les autres, tu sais pas trop pourquoi, alors qu'en fait, ils sont tous dans la merde. Et ils ont des vieux logiciels de la diplomatie d'il y a 150 ans. Et tout ça s'entrechoque et fait un monstre qui va créer des conséquences assez dramatiques, en fait. Ton témoignage est vraiment intéressant, hein. C'est vraiment bien que tu puisses raconter ce genre de choses pour relativiser certains points. J'ai une question du chat de Monsieur M. Il Ouais, demande par quoi Oussama souhaite remplacer l'État-nation, si je savais. régionalisme ou gouvernement mondial? Non, non, oulala. Si un truc qui me fait peur, c'est C'est que on passe de l'État-nation au gouvernement mondial. Alors moi, là, c'est la fin des haricots, les gars. Mais est-ce qu'ils Parce essa- que c'est pas, beaucoup de gens là, pensent que c'est ce qu'ils essaient de faire justement avec le fameux Great Reset, le forum de Davos, qui en fait donne c'est pas des directives qu'ils donnent, ils donnent des plans d'études et après chaque État vient piocher. Ok, vous devez avancer vers ça pour la numérisation, l'écologie, etc., etc. C'est une sorte de planification en fait que les États-nations doivent mettre en place ensuite. ouais. Et du coup, ça veut dire une convergence en fait des États-nations avec un agenda supranational. Du coup, c'est ça le Mm. gouvernement mondial. Après, ça va Ouais. pas être la destruction pure et simple des États-nations. Évidemment que c'est pas aussi simple. Évidemment qu'il y a des histoires tellement longues que c'est impossible à faire. Par contre, une convergence idéologique et de planification économique, écologiste tout simplement, voire idéologique avec un progressisme plus avancé, avec des sociétés plus ouvertes. Ça également, ça peut être un vrai agenda. Donc pour toi, le gouvernement mondial, c'est vraiment le pire scénario. Ouais, je pense. Là, parce que ce sera jamais un gouvernement ouvert et neutre. Ça va être un monstre administratif. Ça va être horrible. Ça va être horrible. En Plus, plus, plus les le mecs. pouvoir de décision est éloigné de toute façon de là où Ouais. les décisions sont prises, plus ils arrivent à prendre des décisions vraiment catastrophiques parce qu'ils ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Moi, j'aime bien le localisme. J'aime bien le régionalisme. Je... J'aimerais bien un truc où un système à deux niveaux, où tu as un système très local, très régional, euh, mélangé à une liberté de mouvement.
Mhm. qui je pense Un est État, très, très... ça revient à la thématique principale de cette émission, qui serait plutôt un État décentralisé, mais vraiment avec des pouvoirs de décision, euh, Ouais, vraiment chacun à une échelle locale. Et petit à ouais, petit, ben, on remonte en fait au plus haut échelon, et c'est ouais, le pouvoir de décision le plus local qui va prendre les décisions en fait, qui va ouais, le toucher le plus. ouais. Donc ça peut Mais être intéressant. le régionalisme, ça ne marche que si la liberté de déplacement est absolue. Entre les régions? Entre 100% des régions dans le monde, ouais. Parce que tu dois punir les gens qui prennent les mauvaises décisions. Tu regardes un peu Camelot, Non, pas trop. c'est une série que j'adore, mais il y a un épisode qui me fait trop rire. Parce que il y a un épisode où il y a un roi qui raconte que crève les yeux et il coupe les mains de tout le monde. Et il dit, ouais, bah ça, bah on l'a pendu, ça, on lui a crevé les yeux, ça, on lui a coupé la main. Et puis après, il dit, par contre, on a un problème. On est en décroît démographique énorme. Et t'as le roi Arthur qui dit, bah oui, à force de couper les mains et crever les yeux de tout le monde, ils viennent tous vivre chez moi. Et ça me fait trop rire, parce qu'en fait, le régionalisme, ça marche que si la concurrence est réelle entre les régions. Et donc, les régions qui prennent des mauvaises décisions devraient être punies par le fait que les gens se barrent dans une autre région. Après, je trouve que tu es un peu. Faut pas oublier que la plupart des gens sont enracinés, c'est-à-dire qu'ils ont des maisons, des familles, des emplois, et ils Très bien. sont enracinés très très localement. Ils peuvent pas se déplacer comme ça d'une région à une autre, d'un endroit à une autre. Ce sont des C'est- décisions extrêmement lourdes. Ouais, ouais, c'est ce que les gens disent. Et aux US, la mobilité entre États, elle est immense entre les gens, et pourtant, les gens sont aussi enracinés. Le Ils sont plus jour, mobiles du coup? Je savais pas. ouais, c'est la population la plus mobile du monde entre États. Faisons un truc. Je te demande, je dis pas qu'il faut que les gens bougent. Je dis pas qu'il faut que les gens se déracinent. Tu dis Je dis qu'il faut juste qu'ils qu'ils soient un devraient peu avoir plus la liberté. flexibles? Ouais. Non, ils devraient juste avoir la liberté de le faire. Pas grave Mais ils l'ont. qu'ils... Non, En France, dans l'Union européenne, on peut se déplacer n'importe où dans l'Union ouais, européenne. Ça veut pas dire qu'on l'Union va le faire. européenne. Ça, l'Union européenne, c'est un bon schéma. Ce serait bien que l'Union européenne soit mondiale de ce point de vue-là. Et là, on pourrait avoir un vrai pouvoir régional qui serait marrant. Donc toi, tu Parce veux que, plus de frontières pour que les gens puissent se déplacer totalement ouais, librement. Mais les contraintes, elles sont même plus ça, parce qu'avant, on disait, OK, on va contrôler les entrées et les sorties tout simplement pour voir qui rentre et qui sort ouais, de façon politique, on va dire. Mais ouais. aujourd'hui, c'est aussi un problème de sécurité. C'est aussi avec le Covid, il fallait contrôler tout le monde et les passes et compagnie. Euh, Mais ça, c'est la volonté. C'est la volonté. Regarde, prenons pendant le Covid. Moi, pendant le Covid, j'ai jamais autant voyagé de ma vie que pendant le Covid. C'était incroyable. J'ai visité le monde entier vide. On a été à Venise, c'était vide. On a visité la chapelle Sixtine, vide. Vide. On comment était tous comment en t'as plein. fait? Parce que Mais c'était hyper facile. Quand tu étais débrouillard, tu passais les trucs, tu faisais des attestations, des machins. donc encore une fois, les normes et ce que l'État impose à la majorité de la population, il y a des gens qui arrivent à trouver des combines et ce sont Ouais, les plus malins, les plus riches, et eux, par contre, ils ont une totale flexibilité. bien sûr. Donc en fait, est-ce que ça me donne pas envie, ça donne pas envie aux petits gens de respecter les règles quand on voit Non, mais je comprends. également Et moi, j'espère que les gens vont l'attitude, pas respecter les règles. C'est bah n'importe quoi. pareil. Donc là, pendant le Covid, ils étaient fascinés par ces histoires de contrôle, de machin. J'aimerais savoir ce qu'ils ont prévenu grâce à ça, avec leur formulaire débile, là. Mais c'est quoi cette blague? Ils étaient perdus, ils ont testé un nouveau système. Comme tu dis, le truc leur a échappé, ils essayaient de faire des choses à bout de bras, quoi. Mais à Ouais. mon avis, ils devaient vraiment paniquer dans les instants de décision également. Ça devait être difficile aussi. On peut les défendre un tout petit peu. Ça devait être quand même difficile de prendre des décisions. Parce ils savaient de toute façon que ça allait mal se passer, qu'ils allaient se faire taper sur les doigts, ou alors qu'ils allaient avoir beaucoup de cas de Covid, quoi. Ouais, c'est sûr. Ok, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à Oussama, donc n'hésitez pas, on me les fera remonter. Mon acolyte Raphaël est dans le chat. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus à cette vidéo et de vous abonner. Alors Oussama, je t'ai invité principalement sur le sujet de la décentralisation. Voilà, on l'a abordé de différents points, sur notamment les libertés individuelles, sur également la liberté d'opinion, d'expression. Tu as bien exposé ton avis. Maintenant, j'aimerais parler un peu plus de crypto et de ce qui se passe un peu dans le Web3. Je vais te poser une question simple et assez générale. Est-ce qu'un système monétaire décorrélé des États, donc on en revient également au point précédent, est-ce qu'on peut décorréler la monnaie des États pour avoir une monnaie sans frontières, selon toi? Et tu as compris le projet, c'est notamment le projet fondamental du Bitcoin. C'est ça le Bitcoin. C'est sans Moi, État, décentralisé et ouais. international, sans frontières. Ouais.
je ne sais pas si c'est possible, mais je ferai tout en sorte pour que ça le soit. Moi, je n'ai pas rejoint le Web3 parce que je crois que ça va marcher. J'ai rejoint le Web3 parce que je veux que ça marche. Donc, c'est un peu différent. C'est quoi ton optique dans le Web3? C'est la décentralisation qui t'intéresse le plus? Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de réussir à créer un système financier décorrélé de tout État et de toute nation. Si on arrive à faire ça... Tu veux refaire le Bitcoin, en fait? Bah non, peut-être faire marcher le Bitcoin. Après, le Bitcoin, ce n'est pas une monnaie. Satoshi, il n'a pas voulu créer une monnaie. C'est une réserve de valeur. Réserve de valeur, exactement. Donc, c'est un premier brouillon sur lequel on peut travailler, améliorer. Lightning Network essaye d'améliorer les capacités du Bitcoin. Il y a plein de choses. Ça marche bien. Non, il n'y a rien qui marche de toute façon dans la crypto. C'est la merde, la crypto. La crypto-monnaie, ça permet quand même d'être propriétaire de ces fonds, Oui, d'une réserve de valeur, et de pouvoir l'échanger n'importe où dans le monde en quelques secondes, sans qu'aucune instance intermédiaire vienne nous contrôler. Ça ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi, mais ça veut dire que personne ne peut vous bloquer vos fonds, vous en êtes le seul propriétaire, et vous pouvez l'envoyer à n'importe qui. C'est exceptionnel comme technologie. Moi, ça me bluffe. Et aujourd'hui, c'est possible. C'est acté. Ouais, c'est vrai, mais il y a deux choses qui ne sont pas vraies dans ce que tu viens de dire. Première chose, c'est que le Bitcoin est une réserve de valeur. Ça ne l'est pas encore. Je veux dire, le Bitcoin, regarde, les mecs qui ont acheté leur Bitcoin à 60 000, ils sont aujourd'hui à 20 000 et peut-être demain à 10 000. Donc, tu n'as aucune garantie que le prix ne va pas baisser. Bien sûr. Et de ce point de vue-là, donc c'est une réserve de valeur très, très louche. C'est beaucoup plus volatile qu'une réserve de valeur classique, effectivement, qu'une devise ou que de l'or, etc. Donc, effectivement, c'est un actif essentiellement spéculatif. Mais par contre, sur le long terme, il suffit juste de dézoomer. Sur le long terme, ça marche. Mais c'est vrai que c'est compliqué, la volatilité. Je dis pas. J'adore ton optimisme. Il suffit de dézoomer. Alors moi, je vais te la faire à ma façon. Si beaucoup de gens dans notre genre travaillent dur pour les 20 prochaines années, il y a une chance que ça marche. Et je pense que ce qui est important, c'est que dans le monde de la crypto, on travaille et qu'on comprenne où sont les challenges, où sont les enjeux, et qu'on comprenne la guerre qu'on va vivre, en fait. Et la guerre, elle va être violente. Je veux dire, les États ne vont pas perdre le monopole de l'argent sans se battre. D'ailleurs, tu le vois là depuis 2 ans, le retour en force des États dans la crypto, c'est fabuleux. Donc, on a la Chine qui a expulsé énormément de mineurs. Les mineurs sont allés massivement aux États-Unis, notamment au Texas. Là, la Chine a réaccepté que quelques mineurs reviennent. Donc, en fait, les États essaient de prendre en main cette technologie. Et en fait, ils essaient déjà de reprendre le contrôle du minage, en tout cas du Bitcoin, pour avoir un œil dessus, premièrement. Parce que peut-être que ça peut être un pari sur l'avenir. Deuxièmement, ils font ce qu'on appelle des CBDC, c'est-à-dire ils créent des monnaies de façon numérique. Donc, les monnaies, elles sont déjà scripturales, donc elles sont déjà numériques aujourd'hui. Sauf que maintenant, ils veulent tout traçabiliser via des blockchains et donc réutiliser les technologies de Bitcoin, Ethereum et compagnie pour pouvoir tracer intégralement et contrôler toutes les transactions du monde. C'est ça la réaction de l'État aujourd'hui. Exactement. Ça fait peur. Moi, les CB machin là... monnaie numérique de banque centrale. Ouais, les monnaies numériques de banque centrale, si ça passe, c'est comme le gouvernement mondial, on est dans la merde. Tout est en cours. Tout est en cours dans tous les États. L'Union européenne veut faire son euro numérique. C'est les Chinois, évidemment, qui avancent avec le yuan numérique. Ouais. Bon. Rien n'est jamais fait, tu vois. Genre... Évidemment. Ça mettra des plombes à mettre en place de toute façon. On a le temps de réagir un peu. Et voilà. Mais bon, voilà ce qui m'intéresse. Donc, moi, je trouve que la crypto la plus intéressante, c'est le Bitcoin parce que c'est la plus décentralisée. Satoshi est sans doute un extraterrestre qui a fait un cadeau à l'humanité. Moi, c'est ma théorie. Intéressant. Je vois pas comment un humain peut faire un cadeau tellement selfless, mais c'est cool. C'est cool. C'est vrai que c'est tellement dur à expliquer, quoi. Au niveau de Jésus, tu vois, qui était lui aussi sans doute un alien. mais voilà. Mais Ether, là, Proof of Stake, je suis pas très fan. Je me demande s'ils se sont pas tiré une balle dans la tête à cause de ces conneries de vouloir... de merge. Bon, ouais, le merge, ouais. Je sais pas, on va voir. On va voir s'ils arrivent à décentraliser le merge. Mais c'est mal barré là quand même. Donc, après, au niveau de la centralisation et de la décentralisation, effectivement, il n'y a que Bitcoin et Ethereum qui est un peu centralisé à cause de Vitalik, notamment, qui tient le projet. On va dire, même s'il n'a pas de pouvoir de décision, c'est quand même la figure symbolique.
Et contrairement à Satoshi, bah, lui, il existe et il est bien réel et on le voit. Ouais. Et également maintenant avec, la proof of stake et la proof of work de Ethereum, effectivement, le projet devient un peu plus centralisé aujourd'hui. Ouais. Toi, tu veux créer une monnaie décentralisée, c'est ça? Ouais. J'ai entendu dire que tu voulais créer une monnaie décentralisée pour un truc spécifique qui s'appelle le métaverse. Tu peux nous en parler un peu? Ouais. Grosso modo, j'ai eu la chance de travailler avec une boîte qui sort un casque de réalité virtuelle et de conceptualiser la monnaie de ce monde et d'avoir fait l'exercice d'imaginer à quoi ça ressemble une currency décentralisée liée à un autre espace-temps que le monde réel, qui est celui d'un monde virtuel, avec l'espoir un peu secret d'un design qui résiste à la censure et qui donc un jour peut devenir une monnaie que tu peux utiliser dans le monde réel, même si elle a été créée et imaginée pour un monde virtuel. Et j'aime bien l'idée qu'elle démarre dans un truc qui ressemble un peu à un jeu vidéo, parce que le résultat, c'est pas très pris au sérieux, c'est de la fausse monnaie. Tu vois, c'est pas, ça crée pas, c'est pas comme si tu crées une monnaie pour remplacer l'USD. Je pense pas que tu peux attaquer le dollar de front. Je pense que tu peux créer un truc un peu amateur et puis un jour. Ceux qui ont essayé, ils ont mal fini. Ouais, ceux qui ont essayé, ils ont mal fini. Et donc un jour, tu te réveilles et tu te dis, ah tiens, en fait, c'est là. Mais c'est pas gagné tout ça. Mais j'aimerais bien. C'est pour ça que j'ai investi dans le Web3. C'est parce que ça correspond à ma vision du monde et j'ai envie que cette vision du monde gagne un peu. Et donc, je suis prêt à faire les efforts pour que ça gagne, quoi. Est-ce que tu penses que grâce à ces nouvelles technologies du Web3, on peut développer des technologies contre les GAFAM? On a un gros problème aujourd'hui, on en a parlé un peu précédemment, gros problème aujourd'hui avec la liberté notamment d'expression sur Internet. Grâce à des technologies décentralisées, on peut trouver des trucs intéressants peut-être. Par exemple, aujourd'hui, c'est pas décentralisé, mais je donne l'exemple de Getter, qui est une alternative à Twitter, par exemple. On a vu on en a parlé tout à l'heure, Tate, il s'est fait bannir de tous les GAFAM d'un coup, TikTok compris. Donc c'était assez hallucinant. J'ai rarement vu une précision aussi chirurgicale et aussi rapide pour cancel quelqu'un. C'est vraiment, il s'est fait cancelled d'un coup, de partout. Ça m'a impressionné. Donc aujourd'hui, on a eu des tentatives échouées de SolidTube. On a Odyssey aujourd'hui pour poster des vidéos. Rumble. Andrew Tate est justement allé sur Rumble. Est-ce que pour toi, c'est possible de contrer du coup les technologies de la Silicon Valley qui sont super puissantes aujourd'hui? On utilise tout ça, que ce soit les logiciels pour faire le streaming actuellement, que ce soit Google, que ce soit tout ça. Bah, oui, Ou tu penses qu'il faut travailler en synergie peut-être avec eux? Non, non, non. Non. Ok. Non, c'est sûr. Mais non, mais pas parce que c'est pas des bonnes personnes, juste parce qu'ils n'ont pas les bonnes incitations. Euh, on a fait une erreur. Euh, on a fait une erreur monumentale à, à laisser ces boîtes développer un tel niveau de centralisation et de pouvoir dans la main de gens qui étaient à qui on pouvait facilement mettre des coups de pression. Moi, je trouve que Zuckerberg, c'est une victime tragique du monde moderne. C'est horrible. Il a voulu l'hubris du pouvoir, il s'est pris pour un empereur romain et tout. Les mecs l'ont laissé monter, prendre les datas de tout le monde et tout, puis après, ils lui ont fait hey, petit, viens là, tu vas nous donner des infos. Et à mon avis, sa vie, à mon avis, c'est un mec qui a reçu des visites, des services secrets, des machins, ça doit être. Ah bah il est allé au tribunal, on a vu des images de Ouais. son procès, justement Ouais, parce que sa politique de confidentialité était pas terrible, quoi. ouais, donc sa vie est horrible. Et Mais maintenant, de toute façon, attends, juste je vais te couper 2 secondes. De toute Ouais. façon, les données de la Silicon Valley, ce sont des sources pour la NSA et compagnie. Ils ont les données de tout le monde. Et d'ailleurs, les États ont des accords avec la NSA et compagnie pour qu'ils échangent des données sur les Européens, parce qu'en fait, en Europe, on ne peut pas piquer les données comme ça des Européens. Par contre, on peut demander à des pays étrangers de nous donner des informations, etc. etc. Donc, il faut bien comprendre aussi cette subtilité, quoi. Ouais. Bah bon, ça, on a fait cette erreur. Et donc, il va falloir la résoudre. Il faut la résoudre par le design. Il ne faut pas la résoudre. Ce n'est pas une histoire de personne. C'est une histoire de design. Et si quelqu'un arrivait à créer un vrai YouTube décentralisé, ce serait vraiment génial, quoi. Toi, tu travaillais pas sur une technologie comme ça? Si, mais ça marche pas. Techniquement, d'ailleurs, si quelqu'un nous regarde et veut faire marcher ça, il y a une idée de comment faire marcher ça, mais on cherche, on tourne en rond, mais
C'est un problème technique pas trivial, en fait. Pas trivial du tout. Bah, le problème de ce genre de plateforme, c'est de le décentraliser, quoi. C'est toujours pareil, hein. Comment donner les clés et donner le contrôle en fait à la communauté des utilisateurs? Super compliqué à mettre en place. Et dans le Web 3, d'ailleurs, il faudrait que tu définisses ce Web 3 après. Mais c'est vrai que dans le Web 3, la notion, c'est de construire quelque chose avec des développeurs et ensuite de laisser les clés entre guillemets vraiment à la communauté d'utilisateurs et les décisions se prennent collectivement. Donc c'est vraiment la démocratie ultime sur le web. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le Web 3 au final? Parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est. Oui, bien De sûr. façon simple. Le Web3, c'est un concept marketing qui essaye de décrire toutes les technologies qui utilisent une structure d'incitation qui dépend d'un token, c'est-à-dire une pièce de monnaie ou une petite brique d'asset qu'on s'échange. Et en fait, le Web3, c'est l'ensemble un peu fourre-tout de tous les gens qui essayent de créer un ownership public de leurs biens. C'est-à-dire que YouTube, ça appartient à son créateur. Si tu as un YouTube décentralisé, le réseau appartient à tous ses utilisateurs. C'est ça le switch Web 2, Web 3. C'est qui a la propriété et comment cette propriété s'exprime. Maintenant, c'est évidemment un mot fourre-tout, c'est un mot mal défini, c'est un mot jeune, c'est un concept qui n'est pas encore très stable, c'est comme ça. Mais l'idée fondamentale derrière le Web3, c'est que la crypto est un outil qui permet de créer des incitations pour organiser les utilisateurs et leur faire se comporter d'une façon qui arrange le réseau et qui leur permet d'être propriétaires de leurs données, d'être propriétaires de la valeur qu'ils créent et d'avoir en échange une forme de retour sur investissement. Maintenant, ça prend des formes très différentes. Le Web3 version jeu vidéo, ça donne un truc où tu es payé pour jouer. Le Web3 version finance, ça donne des algos qui te prêtent de l'argent contre des intérêts. Enfin, tout ce qui existe dans le monde réel peut avoir sa version Web3 plus ou moins successful, plus ou moins simple, plus ou moins capillotracté, quoi. Ok. Du coup, tes projets dans ça reste dans du coup de ce sujet du métaverse avec ton casque virtuel. Du coup, tu rejoins un peu c'est le projet de Facebook, ça, de Zuckerberg, justement. Bah, justement, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir que cette fois-là, ce soit pas lui qui gagne, mais quelqu'un qui apporte une version plus décentralisée et plus libre, quoi. Ok. C'est ça qui est important, tu sais. Zuckerberg, il fait ce qu'il peut avec ses incitations et ses contraintes. Il y a l'État américain derrière quand même, hein, donc effectivement, il est surveillé de près. Voire il travaille en main dans la main avec le fameux État américain qui cherche encore une fois la concurrence et le pouvoir. Ouais. Donc voilà, je souhaite sa vie à personne et j'espère que sur la question du métaverse, on pourra créer quelque chose de plus libre, plus décentralisé, plus proche des utilisateurs et où les utilisateurs perdent un peu moins le contrôle, quoi. Après, c'est pas facile, hein, ils investissent 10 milliards par an. On a investi 21 millions. Bon. Le problème du métaverse, c'est que c'est assez fou, peut-être dans la tête des gens, mais c'est quelque chose de virtuel, en fait. Si on est décentralisé dans le métaverse, mais qu'on est totalement soumis politiquement et qu'on subit tout simplement les politiques autoritaires de l'État et du gouvernement du pays dans lequel on vit, le métaverse, ça sert à quoi, en fait, dans ce genre de situation? C'est un palliatif? Moi, je pense que ça peut surtout avoir une feedback loop énorme. C'est que si tu as un métaverse successful dans lequel les gens vont et gagnent leur vie et se détachent de la contrainte économique locale, d'un seul coup, je l'ai vu avec Internet. Internet a déjà permis ça. Un peu par hasard, j'étais dans un village du Guatemala le jour où ils ont installé la première borne Wi-Fi. J'ai vu de mes yeux ce que c'était un monde avant et après Internet dans un village. Et la première chose qui s'est passée, c'est que le lendemain, les fermiers ont commencé à checker le prix du blé qu'ils vendaient. Ils ont tous commencé à gagner plus d'argent. Parce qu'ils avaient une info qu'avant, ils n'avaient pas. Et puis, j'ai vu les femmes refuser d'avoir des rapports sexuels sans protection parce qu'elles s'étaient informées en ligne, etc. Et tout ça en quelques semaines.
Donc ça améliore l'information des gens. Après, Ouais. dans nos Il faut que le sociétés, voilà, métavers, il y a énormément d'informations, mais les gens ne consomment pas tant d'informations que ça. On reste quand même dans le divertissement, dans ce genre de trucs. Donc effectivement, au début, ça peut aider des populations comme les Guatémaltèques, mais il y au a, bout d'un moment, il y a un plafond de verre. oh oui, très bien. Mais si dans le métaverse, il y a des gens dans les pays autoritaires ou les pays qui deviennent de plus en plus autoritaires, qui ont un espace de liberté, ça finira par les inspirer dans leur vie réelle. Moi, Ok, je vois. je pense que ces choses-là créent une feedback loop énorme. Et la question énergétique, ne sabote pas ces projets du métaverse? C'est pas énergivore? Je sais pas, on verra. Moi, je suis assez optimiste sur la question énergétique. Ouais, tu penses que du coup, on va trouver des alternatives. Tu es de cette tendance également qui consiste à dire que le progrès technique, on va toujours trouver une solution dans tous les cas, parce que la Moi, je pense, contrainte que va nous mettre, par exemple, la pénurie de pétrole ou de gaz, etc., on va forcément se creuser plus les méninges pour trouver des solutions qui vont émerger. ouais, je fais partie de cette école Ok. Bah, et en plus, figure-toi que moi aussi, hein. je pense que on n'est vraiment pas loin de la fusion. Je pense que je pense qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens très sérieux qui travaillent sur la fusion. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as des sources particulières pour être aussi certain de ça? Bah, moi, je suis investisseur de plusieurs startups dans la fusion Ah, d'accord. Ok, donc tu connais le sujet. qui sont très prometteuses et que même C'est si des c'est pas elles. startups de quel pays, tu peux nous dire un peu? C'est en Ouais, France? bien sûr, il y en a. J'en ai fait deux aux US et j'en ai fait une en Israël. Euh, mais si c'est pas elle qui gagne, quelqu'un va gagner la fusion. Il y a une semaine une vidéo en Corée du Sud extraordinaire. On a réussi à amener une température de je sais plus combien de 100 millions de degrés, machin. En fait, la fusion, c'est devenu un sujet, c'est plus un sujet scientifique, c'est un pur sujet d'ingénierie et de techno. Et en général, quand un sujet n'est plus un sujet scientifique, mais un sujet d'ingénierie et de techno, c'est qu'une question de temps et d'essai et de tentative. Par exemple, voyager plus vite que la lumière, c'est un sujet scientifique. On n'a pas la moindre idée de comment ça peut fonctionner. Donc, tu peux y mettre tous les ingénieurs du monde pendant des milliers d'années. Il est possible qu'on ne le résolve jamais parce qu'on n'a pas avancé la science. La fusion, il n'y a pas de sujet scientifique. On sait comment ça marche, on sait comment ça pourrait marcher en théorie, on a tous les modèles, on a tout. Le Maintenant, il problème, faut industrialiser le process. ouais, il faut le rendre réel. Et ça c'est qu'une question de temps. Du coup, Donc, est-ce que tu as des estimations du point de vue du timing? non, Il n'y non, a mais pas ça, d'idée. entre 5 ans et 50 ans, tu vois, en fonction de notre chance. C'est Mais large hein, comme, comme tranche. c'est pas, c'est pas impossible c'est pas impossible qu'il y ait un bam. Et le jour où il y a un bam, ah, putain, alors là quand un verre d'eau parce que un verre de deutérium, d'eau lourde, c'est, je crois, l'énergie d'une ville comme Paris pendant un an. Ça va, ça va grandement changer la donne. Ok. Là, d'un seul coup, d'ailleurs, d'un seul coup, ce sera très drôle de voir tous ces régimes géopolitiques là. Là, d'un seul coup, l'énergie, elle est locale, illimitée et sécurisée, sans aucun risque d'explosion nucléaire. Si ça explose, enfin, ça tue des gens parce que ça explose, mais c'est pas comme le nucléaire, c'est propre. Il n'y a pas de déchets radioactifs dans la fusion. C'est vrai que c'est intéressant. Par contre, tu ne penses pas que les États vont prendre ça en main et empêcher que la technologie soit adoptée partout dans le monde? Ça paraît difficile à croire que tout le monde pourra adopter la Bah, fusion et la fusion, développer. la fusion, En tout cas, étant donné que ce, c'est pas ce- militaire et que c'est pas, tu vois, il n'y a pas d'implication militaire, il est fort probable que les startups qui développent ça se développent commercialement très vite et que si, par exemple, prenons un exemple, les Américains développent la fusion et rendent ça technologie stratégique pour garder le monopole. Et ben, je peux te dire que tous les espions du monde, de Ah, tous ça va les être côtés, copié. vont aller se faire embaucher pour se faire copier. Et comme c'est un sujet non militaire, ils ne pourront jamais le réguler. C'est impossible. Personne va. Le Ce nucléaire, serait vraiment. quand tu vois déjà la prolifération nucléaire qu'il y a eu, alors que c'est méga contrôlé, et que ça a été fait à un moment où les États avaient du vrai pouvoir après la Seconde Guerre mondiale et tout, et qu'il y a eu un traumatisme. Je veux dire, pour nous, c'est assez artificiel, Hiroshima, Nagasaki, mais je pense que pour les élites de l'époque, il y a eu un wow, qu'est-ce Ah qu'on bah vient de ouais. foutre, quoi.
Et donc le nucléaire, mais ce ne sera pas la même histoire. C'est la fusion. Si tu envoies une bombe de fusion sur une ville, ça fait rien. Enfin, ça fait rien. C'est pas les mêmes conséquences. Désolé, j'ai été déconnecté. Tu m'entends? Ouais. Ok. Très, très intéressante cette histoire de fusion. Ouais. En plus, c'est une telle technologie, c'est un peu comme Internet. Pour moi, Internet, c'est vraiment l'outil incroyable de développement des populations, que ce soit des populations, le Web3, le web décentralisé peut également servir à ça. C'est-à-dire aujourd'hui, grâce à Internet et grâce à ce genre de technologie, des populations comme les Africains, les Latinos, etc., certaines populations qui ne sont pas connectées en fait à l'ordre économique mondial, ils peuvent commencer à faire des transactions avec les Occidentaux, les Européens, les Américains, et vendre leurs services. Et ça permet une croissance globale des gens et du niveau de vie. Et si en plus il y a de l'énergie derrière, là effectivement, ça paraît vraiment, ça paraît même limite trop beau, quoi. Donc j'ai hâte de voir les évolutions. Ouais, j'espère. Espérons que ça arrive avant qu'on se tape tous dessus. On va dire ce sera ça l'inquiétude intermédiaire. Ouais. Pour conclure un peu tout ce qu'on a dit, on a compris que tu aimais, que tu étais vraiment, que tu adorais la liberté. Pour toi, c'est vraiment la chose la plus importante peut-être. Pour toi, qu'est-ce qu'un citoyen lambda doit faire pour changer de vie? Est-ce que pour toi, la clé, du coup, pour cette liberté, cette autonomie, cette décentralisation, est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est le seul modèle qu'on peut adopter? Est-ce que c'est le modèle ultime? Tu le dis toi-même, tu le dis toi-même, c'est accessible à juste une minorité de gens. Est-ce que c'est vraiment possible que ça change? Parce qu'aujourd'hui, on voit une flopée d'entrepreneurs, de prestataires qui naissent grâce à Internet, justement. Peut-être avec le Web3, il y en aura encore plus. Bientôt, il y aura des Africains qui vont venir sur ce marché. C'est déjà le cas d'ailleurs. Je travaille avec, par exemple, des Africains d'Afrique subsaharienne qui sont déjà sur ces sujets et qui vendent leurs services déjà aux Occidentaux. Et figurez-vous que c'est efficace, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'un citoyen lambda aujourd'hui peut faire pour s'émanciper et trouver la liberté que l'on cherche un peu tous, et c'est vraiment ça la logique de géopolitique profonde. Nous, on veut l'émancipation individuelle, c'est-à-dire la liberté sur toutes ses formes. Nous, on s'occupe plutôt du monétaire, de l'économique, mais c'est pour atteindre notre liberté politique également. Est-ce que tu as des idées par rapport à ce que j'ai dit? Je pense que le problème le plus important, c'est que la liberté matérielle, elle provient d'abord de l'expertise. Tu peux avoir tiens, je crois que ta régie te dit un truc là. Live censuré. Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Alors attends, je vais regarder sur YouTube. Monde de ouf. Oh là là, cette vidéo est supprimée car elle ne respectait pas les conditions d'utilisation de YouTube. Bon, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, c'est pour ça qu'il y a eu un bug et je me suis fait éjecter. Ah oui, d'accord. Ah non, mais c'est incroyable. Bah, on peut continuer la vidéo, on est toujours en direct et je la posterai comme ça. Si tu veux, bah, continue ton propos. Hein. Pas de problème. Mais tu vois, quand on dit qu'on a besoin d'un. Franchement, qu'est-ce qu'on a hallucinant. C'est hallucinant. Mais what the fuck? Enfin bref, c'est vraiment des fous furieux. On parlait de quoi? Excuse-moi, j'ai eu une petite absence. Donc, on parlait du coup de comment les gens peuvent s'en sortir aujourd'hui avec l'entrepreneuriat ou pas. Je pense que la vraie richesse, c'est le savoir-faire. Et investir dans soi et apprendre des choses et savoir être vraiment libre, c'est être capable d'apprendre des choses et de les faire. Moi, par exemple, je suis sûr que si je devais développer mon jardin et faire mes propres légumes et aller tuer ma propre viande, j'apprendrais assez vite à le faire et j'en suis convaincu parce que j'ai une démarche de constant learner et j'ai pas peur d'apprendre quoi que ce soit. Et ça se voit. C'est vrai que mais c'est un truc, c'est une dimension que les gens ont peut-être un peu de mal à adopter. En général, beaucoup de gens restent sur leurs acquis. Et toi, c'est vrai que tu insuffles un peu cette chose. En fait, il faut continuer à se former. En fait. Et moi, j'adore cette vision. Je fais exactement pareil. Il faut jamais s'arrêter de se former. Toujours. Et sinon, on subit le monde, en fait. Exactement. Et on sait rien. Dès qu'on a l'impression d'avoir des certitudes, d'être un expert. Moi, chaque fois que je tombe sur un mec, il est expert d'un truc, je suis en mode, mais
Mais de quoi il parle, tu vois? Non, on est expert de rien. On dit tous des bêtises, on apprend tous des choses, on a besoin. Il faut vraiment avoir cet effort d'humilité et de modestie pour comprendre que la vraie richesse, c'est l'individu. Et il n'y a pas de gens pauvres, de gens riches, il n'y a pas de gens euh, aisés, pas aisés, libres, pas libres, qui savent pas. Il y a des gens qui apprennent et il y a des gens qui apprennent pas. Et avec Internet, avec tout ça, il y a quand même une capacité qu'on a ou pas d'apprendre des choses et de développer ce muscle de l'apprentissage. Donc c'est hyper, hyper important d'apprendre à développer cet apprentissage, d'apprendre à développer cette capacité à apprendre. Et c'est ce qui, en temps de crise, fait la différence. Parce qu'en temps de crise, c'est pas l'argent que tu as. Alors, tu peux avoir un peu. Bon, moi, je suis un peu de ton école. Je sais pas si je devrais dire ça en vidéo, mais C'est-à-dire? j'ai à quelques endroits des pièces d'or qui traînent. Ah, d'accord. Euh, j'ai toujours eu un plan B et un plan C et un plan D parce que je suis libanais, donc un peu culturel, tu vois. Ah oui, bah, l'or sous l'oreiller au Liban, c'est connu. Voilà. Mais bon, tout petit, c'est rien. Ça me fera tenir 3 mois, 4 mois. C'est Mais, toujours ce bien qui d'avoir un compte, backup. mais ce qui compte, c'est que tu es capable de toujours être en mouvement, toujours faire des choses, toujours apprendre des nouvelles choses et jamais te dire, ah, c'est pas pour moi, je comprends pas, etc. Ça, c'est un choix. Dire je ne comprends pas, c'est un choix. Des fois, il y a des gens, ils comprennent vite, il y a des gens, ils comprennent lentement. Euh, Par exemple, quand il y a eu la crise avec The Family, que j'ai dû me reconstruire à zéro, euh, j'ai voulu faire un truc un peu automatisé, j'ai réappris à coder. Bon, j'étais très mauvais, j'ai mis des mois à faire un truc qu'un ingénieur aurait mis en une semaine. Et il n'y avait aucun ingénieur disponible pour me le faire en une semaine. J'avais personne à qui aller quémander ou demander, c'est pas mon genre. Donc j'ai mis des mois à apprendre quelque chose. Mais sauf que ces mois, ils sont pas perdus. Parce que maintenant, je sais faire des choses, ou quand j'ai des ingénieurs dans mon équipe qui me disent des choses, je ne suis pas pareil. Parce que j'ai compris des choses, j'ai construit une architecture sur laquelle je travaille et j'itère, et ces mois perdus, en fait, sont des années gagnées. Et les gens, ils sont trop dans l'ego. Ils sont toujours là, oui, c'est pas ma valeur de faire ça. Je pourrais trouver quelqu'un de meilleur que moi. Oui, mais non, il n'y a personne là de meilleur que toi. Il n'y a que toi et toi-même. Et il n'y a rien de mieux qu'être quelqu'un de complet pour aider les autres. Souvent, les gens disent oui, mais c'est égoïste comme discours, parce que comment on aide les autres. Non, non, non. On s'aide d'abord soi, profondément. On atteint un stade tel pour soi-même qu'on est en capacité d'aider les siens. Et si on est en capacité d'aider les siens, on aide sa communauté. Et si on est en capacité d'aider sa communauté, on aide son pays ou whatever. Mais je trouve qu'il y a trop de gens qui veulent aller aider tout le monde et qui sont incapables d'aider les siens. Combien de politiciens ont des enfants de merde? Moi, c'est un truc qui me choque tout le temps. Les mecs, ils veulent diriger leur pays et ils sont pas capables de diriger leur famille. Tu dis, mais what the fuck? Où est la crédibilité? Et on devrait tous avoir ces modesties-là, de se dire, bon, bah vas-y, on passe des étapes. Moi, je ne prétends pas aller diriger un pays et se dire aux gens quoi faire. J'en sais rien de ce qu'ils devraient faire. Moi, c'est ma plus grande terreur, un des cauchemars récurrents que je fais, c'est que je suis forcé d'être politique et d'avoir des responsabilités. C'est un cauchemar qui me terrorise. Parce que je me dis, mais comment ces gens prennent des décisions toute la journée sur des sujets qu'ils ne comprennent pas? Et on a créé un système où on demande à ces gens de prendre des décisions. C'est pour ça que je dis que l'état minimal est dangereux. Parce que l'état maximal est dangereux. Parce qu'un état Mhm. maximal, c'est un état dans lequel on demande à des gens incompétents de se prononcer sur des sujets toute la journée. Parce que tu ne peux pas changer de mec à chaque fois que tu as besoin de changer de décision. C'est ça. Et c'est pour ça que l'état minimal, c'est un état qui me fait rêver, parce que c'est un état dans lequel l'État ne prend pas de décision. Il laisse les modèles et les gens ils testent des choses. Et tu vois, par exemple, l'école. Pourquoi l'école, ça avance pas et ça évolue pas? Parce qu'il y a un système central éducatif qui ne marche pas. Et le fait que le système éducatif central ne marche pas, ça repose simplement sur le fait qu'il est monolithique. Il devrait y avoir des milliers de modèles d'écoles pour des milliers d'enfants différents qui sont plus ou moins minoritaires, plus ou moins en concurrence, où les gens vont, avec leur aspiration éducative, tester des choses, et on devrait avoir une diversité d'écoles dans un pays délirante. Que l'État puisse s'arroger le droit d'élever nos enfants, c'est un truc qui me rend fou, moi. Puis quoi encore? Moi, j'ai envie, d'ailleurs, si un jour j'ai des enfants, je ferai comme Elon Musk, je créerai ma propre école. Parce qu'il ne faut pas déconner, quoi.
Il a fait ça, Elon Musk? J'étais même Ouais, pas au courant. si, si. Incroyable. Il l'a même mis en un logiciel qui s'appelle Synthesis. Va voir Synthesis. Synthesis, ok, Synthesis. je regarderai. Bah, c'est marrant parce que j'ai un ami également qui veut créer sa propre école, un truc geeky. Effectivement, c'est parce qu'il y a une défaillance en fait sur plein de sujets, que ce soit la santé, que ce soit le sport, la nutrition, des choses dont on parle vraiment pas, alors on devrait être éduqué en fait à plein de trucs, Bien cuisiner, sûr, j'en sais rien. bien sûr. Donc c'est vrai qu'il manque pas mal de choses ouais, pour élever les enfants et créer une meilleure société. En tout cas, super conseil. Enfin, j'apprécie beaucoup le fait de devoir tout le temps se former, etc. Il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre solution. En fait, il faut travailler, hein, tout simplement. Il faut continuer de Exactement. travailler et de se former Et moi, la au joie nouveau qu'il y a sujet. là-dedans, tu sais, qui conçoit la joie de construire des choses, d'apprendre des choses, de fabriquer des choses, il n'y a rien de plus. Et puis, même sur des sujets, tu vois, par exemple, en ce moment, je suis en train d'écrire un petit roman graphique que je publierai jamais. Je fais ça pour moi, pour apprendre à utiliser les nouvelles techno d'AI, de génération d'images. Mais tu vois, mon petit roman graphique là, et bah, quand je le regarde, je me sens bien. Parce que je me dis, ah, c'est toi qui as fait ça avec tes 10 doigts, quoi. Et évidemment, c'est pas une œuvre qui va bouleverser. Les gens confondent souvent le chemin et la destination. Mhm. La destination, c'est dans les mains des dieux. C'est pas souvent. La plupart des gens qui atteignent des destinations extraordinaires, il y a quand même une très 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 grande part de hasard. Par contre, Évidemment. on peut tous avoir un voyage intéressant. Et si on valorise beaucoup plus le voyage que la destination, eh ben on ferait plus de voyages. On aurait tous plus envie de voyager dans plus de chemins, plus de trucs. Mais au lieu de C'est ça, on intéressant est ce que tu dis parce obsédé que par la destination. ouais, bah, c'est vrai que la plupart du temps, on se met un but, un objectif, et c'est vrai que tout le processus avant, enfin, c'est fait pour servir cet objectif final. Et toi, tu proposes de faire exactement l'inverse, de s'occuper plutôt Exactement. de toutes les étapes du voyage. Et dans tous les cas, même des fois, il y a des gens, ils avancent et ils savent pas l'objectif final, et au bout de 2 ans, ils se rendent compte, bon, mais en fait, tout ce que j'ai fait jusque-là, en fait, c'était pour arriver là, c'est évident. Exactement. Mais ça, Et c'est ça, le c'est meilleur. incroyable. Ça, c'est le meilleur dans la vie. Il n'y a rien de mieux dans la vie que ça. Ok, c'est super intéressant. Donc voilà le principal outil de liberté, se former sur les sujets qui sont intéressants pour vous, déterminants, et évoluer avec ça. Et vous aurez toujours des compétences et une expertise à proposer au monde, Mm. tout simplement. Donc Exactement. super intéressant. J'ai encore quelques questions. On a Vas-y. quasiment terminé. Est-ce que pour toi, l'avenir, il est en dehors de l'Occident? On a parlé des sociétés, des États autoritaires, un Occident un peu en déclin du point de vue économique, etc. Actuellement, toi, tu es à Dubaï. Est-ce que pour toi, on voit qu'il y a des pays non démocratiques voire autoritaires, qui arrivent à avoir une performance économique, ce qui dément à peu près toutes les grandes théories économiques qui avaient été établies jusque-là. La Chine, par exemple, a réussi à se développer énormément alors qu'ils ont un État autoritaire centralisé, communiste. Dubaï, c'est pas un État si démocratique que ça. J'aimerais savoir un peu ton avis sur ça, parce qu'on peut voir qu'en fait, on n'est pas obligé d'être un État démocratique occidental blanc, au final, pour avoir de la croissance économique, de la performance de l'industrie, etc. Ouais. Alors, moi, j'ai toujours été persuadé que la Chine s'écroulerait et je suis content d'avoir eu raison dans cette prédiction. Le marché immobilier chinois, moi, si j'avais pu le shorter, je serais riche ici. Ça fait longtemps qu'il y a des problèmes sur ce marché immobilier chinois, effectivement. Il y a 10 ans, tu vois. Après, Dubaï, c'est un bon exemple de décentralisation et de liberté. Dubaï, ça marche parce qu'ils n'ont fait qu'augmenter le niveau de liberté et Ok. d'augmenter le niveau de décentralisation. Et ça leur a apporté une prospérité économique extraordinaire, hein. Je veux dire, c'est un pays musulman qui a refusé d'être musulman. C'est un pays musulman qui a décidé Ça veut de. dire quoi, ça veut dire quoi refuser d'être musulman? Bah, maintenant, tu peux être en concubinage, l'homosexualité a été décriminalisée, tu peux acheter de l'alcool dans les restaurants. Au Ramadan, les restaurants ne ferment plus. Ils ont fait. Et le week-end, c'est le Ça, samedi, dimanche, c'est plus le vendredi, c'est samedi, quoi. spécifique à Dubaï, du coup. Ouais, c'est C'est spécifique à vraiment Dubaï. très spécifique à Dubaï. Ok. Et Donc, c'est développement, vraiment c'est pour attirer vraiment les expatriés du monde entier, en fait, tout simplement. bien sûr. Ouais, exactement. Et donc, économiquement, quand même, il y a une corrélation incroyable entre développement économique prospère, sustainable, long terme, et liberté. Ah, ouais. Ouais, je Et t'entends. d'ailleurs, le niveau de prospérité au sein d'une société, il dépend vraiment de à quel point les agents économiques sont divers. Parce que le problème des États centralisés et autoritaires, c'est qu'ils peuvent avoir de la performance économique
temporaire, mais Pas durable. pas durable. À chaque fois que ça casse, c'est tellement centralisé que ça. Ça, ouais, Tu vois, ça s'écroule vraiment Chine, très très fort. ouais, la Chine qui passe de 0 à 50% des gens qui ne payent pas leur loyer et de 0 à 23% de chômage, c'était Oh, inimaginable. C'était c'est inimaginable. abusé. Et c'est arrivé en 3 mois. Et ils sont partis pour beaucoup, beaucoup de souffrance. Donc, l'avenir de l'Occident, malheureusement, je suis assez pessimiste parce que l'Occident est de moins en moins libéral. Et l'Occident croit qu'on va aider les gens en limitant les libertés. Et les US sont un pays dans lequel il y a de moins en moins de liberté. C'était la patrie de la liberté, ça l'est de moins en moins. Le monstre administratif américain est délirant. Ils viennent d'embaucher 80 000 personnes aux US pour contrôler les impôts des petites sociétés. On met en prison les gens pour des questions d'impôts aux US tous les jours. Donc ce chemin-là n'est pas dans le bon sens. Et je pense que ce sens, il va de mal en pis. Et j'espère que les amis de la liberté vont se réveiller et expliquer aux gens que la liberté, ça amène la prospérité. Et j'espère qu'il y a des zones dans le monde dans lesquelles on va avoir un peu plus de liberté bientôt, quoi. Ok. J'ai Alors, une question en lien du coup. Est-ce que tu as une idée de ce que pourrait être le prochain Dubaï? Parce qu'on a Hong Kong, Singapour, on a des villes comme ça, des villes-mondes qui attirent des entrepreneurs, des expatriés du monde entier et qui sont très, très prospères. Est-ce que tu as une idée du prochain îlot de liberté pour les gens qui veulent entreprendre, pour les gens qui veulent trouver des poches où ils pourront s'exprimer, exprimer notamment leur liberté économique et peut-être de penser quelque part dans le monde. Est-ce que tu as une idée? Dubaï est une bonne position. Après, c'est dur à dire. Très, très dur à dire. Parce que Dubaï, ça reste quand même un régime qui peut mal tourner très vite. Donc c'est pas la panacée. Hein. Je recommanderais à personne d'avoir un pari long terme ici. Intéressant à savoir. Ouais. Ouais, mais après, il y a vraiment, en ce moment, c'est dur. Hein. La Suisse semble avoir une certaine constance dans sa tradition de neutralité et de liberté. Je ne sais pas s'ils vont la garder. Les pays nordiques, de façon assez marrante, tu vois, là, je vais en Tanzanie avec mon frère. Il y a une femme présidente en Tanzanie, là, depuis quelques années, qui a décidé de vraiment réduire la corruption. Et ce que j'adore, c'est que c'est la première fois que j'entends un discours en mode on va réduire la corruption, mais auquel je crois. Et tu sais pourquoi j'y crois? C'est étonnant. Ouais. Tu sais pourquoi j'y crois? Dis-moi. Parce qu'elle met en place des trucs méga simples pour interdire la corruption. Normalement, les gens, ils ont des grands discours sur la corruption et puis après, il se passe rien. Elle a des petits discours et il se passe des grandes choses. Pourquoi? Par exemple, aux douanes de Tanzanie, maintenant, tout est automatisé avec des QR codes. Fini. Plus de corruption. C'était pas... tu vois, il faut un méga courage pour enlever la mafia d'un endroit pareil, tu vois. Et c'est marrant parce qu'en fait, si ça se trouve, les prochains espaces de liberté, c'est des pays improbables comme ça. Que personne n'a pu venir et que d'un seul coup, les gens, ils ont eu tellement d'années d'oppression, de merde, de machin, ils disent, bon, allez, ça suffit. Hein. On va faire un truc simple, un truc libre. Tu vois, elle vient de changer toutes les lois doing business. La Tanzanie est maintenant un des 15 pays les plus simples au monde pour faire du business. Ok. Le code fiscal a été divisé par 20. Tu ouvres une société en 24 heures. C'est un pays que je ne connais absolument pas, j'avoue. Moi non plus. Tu vois, je connais juste entendu parler de ça. Après, tu vois, là, du coup, avec la technologie, les QR codes et compagnie, du coup, on enlève, paradoxalement, on enlève un peu de décentralisation au profit de la centralisation numérique. Mais du coup, ça annule la corruption. Par contre, il y a une centralisation plus puissante. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un système vraiment décentralisé sur les QR codes. Il n'y a pas de stockage central, etc. C'est juste qu'en fait, maintenant, chaque provider a son propre système de QR code et donc les douanes ne peuvent pas le racketter. Ok, intéressant. Donc, tu peux faire des systèmes numériques qui sont sensor résistants, pas très, qui ne donnent pas un pouvoir démesuré au gouvernement. Numérique, c'est un outil. Tu peux le configurer pour donner un pouvoir démesuré ou tu peux le configurer pour plus de facilité et plus de transparence. Ok, bah, super. J'ai une dernière question et puis on va pouvoir s'arrêter là. Une question un peu plus légère.
Ou tu es peut-être encore un fan d'Emmanuel Macron. Tu avais même financé le parti En Marche pour la première élection d'Emmanuel Macron. Un petit Est-ce chèque. que, aujourd'hui, tu as financé la deuxième campagne, tout simplement? Est-ce que tu regrettes cette décision? Que penses-tu de ça aujourd'hui? Que penses-tu d'Emmanuel Macron, de sa politique, de son évolution? Je tenais à finir par cette question. Ouais. Euh, Écoute, franchement, je lui en veux pas. Euh, Moi, Emmanuel Macron, ça a été mon dernier espoir politique, je pense, avant longtemps. Ok. Donc tu as vraiment Euh, cru en lui, du coup. ouais, ouais, j'ai cru en l'homme. Franchement, d'ailleurs, je continue à avoir la plus haute estime de lui, hein. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'intelligent, d'humain, d'intègre, tout ça. C'est juste que la tâche est impossible. La tâche est impossible et la tâche, elle est impossible même pour quelqu'un comme ça, en fait. Et résultat, sa présidence est méga décevante et ça me fait chier de le dire comme ça parce que ça me met dans une position de jugement et j'ai pas envie de lui jeter la pierre. C'est Hmm. pas un problème individuel. On aurait mis n'importe qui d'autre, ça aurait été pareil. En fait, la France, c'est un pays ingouvernable. Le mec, il a une vie Les de merde. Gaulois. Il a une vie de merde. C'est horrible. Et il est dans des espèces de trucs. Enfin, t'imagines, le mec était épidémiologiste pendant la crise du Covid-19. Qu'est-ce qui amène un président de la République française à se dire, tiens, je vais passer mes nuits à devoir lire des articles d'épidémiologie pour prendre une décision sur la santé des gens? Comment on en arrive à créer un monde où on rend un pauvre type qui connaît rien, aussi intelligent soit-il, responsable de ce genre de décision, et donc on l'amène à devoir croire dans sa capacité d'apprendre un sujet aussi complexe et aussi profond en quelques semaines sous pression avec le monde entier qui te regarde. C'est horrible. Et en fait, ça marche pas. La tâche n'est pas simple. Ça marche pas. Ces États qui doivent décider de tout, sur tout, pour tout, avec tout, et mettre un mec, et s'il y a un problème, c'est toujours lui responsable, et machin, et Benalla, et je sais pas quoi, et un scandale, c'est infaisable. La tâche est infaisable. Donc, non, j'ai pas financé la seconde campagne parce que ça m'a cassé les couilles et que je ne peux plus entendre parler de ces sujets. Moi, la seule fois de ma vie où j'ai soutenu un candidat, c'était lui, et ce sera la dernière fois de ma vie. C'est un métier qui ne devrait pas exister, on ne devrait pas avoir un président, ça ne devrait pas marcher comme ça. Et tant qu'on restera dans ce système, ça ne marchera pas. C'est quand même dingue que ça fait je ne sais pas combien de présidents et qu'on n'a jamais réussi à en avoir un qui semble faire quelque chose qui va dans le bon sens. C'est bien que Effectivement. c'est impossible. C'est impossible. Et donc, j'ai j'ai- j'ai- j'ai toute mon amitié à l'homme qui va parce que Tu le il a connais fait. personnellement, c'est ça? Ouais, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois et, euh, et je pense vraiment que c'est quelqu'un de bien. Ok. Quoi qu'en disent les gens, Ouais, c'est quoi qu'ils contre-intuitif, font hein. de se raconter. C'est juste un mec qui essaie de faire bien, mais faire bien, c'est impossible. Les résultats, bah, ça donne, euh, ça donne une image qui te dépasse et ça donne une haine. Le niveau de haine des Français sur Macron me gêne, moi. Ça montre le pays de psychopathe dans lequel on est. Les gens incarnent cette haine comme si c'était l'alpha et l'oméga et qu'il avait failli, quoi. C'est horrible. On le hait à un niveau qui n'est même plus humain. Après, les gens l'ont quand même élu, donc Oui, il oui, n'est pas mais si haï que ça. Mais une partie de la population, effectivement, le méprise. Et il y a beaucoup d'auditeurs de cette chaîne, d'ailleurs, qui ne l'ont pas, parlons pas de en cette son sein. blague. Le système français d'élection, c'est un système où c'est très facile d'être élu par une minorité. Pas la Ouais, peine quand de. on met le RN en face, c'est simple. On ne va pas se raconter d'histoire. Et la haine de Macron, les gens qui le haïssent sont complètement irrationnels. Ils lui donnent un pouvoir qu'il n'a pas. C'est trop, c'est trop. Après, voilà, il y a quelques décisions politiques qu'on peut critiquer directement, et c'est du coup des décisions qu'il a prises. Par exemple, il y a beaucoup. Vraiment, la haine, pour moi, elle est née vraiment des Gilets jaunes. C'est à un moment, il y a l'État qui a
What the fuck? Désolé, ça m'a Ça, viré de... ça... Ça Ouais, m'a ouais, viré. non, il y a que des problèmes hein, sur ce live. On va bientôt en finir. Oui, donc je disais que oui, la haine de Macron, d'une certaine frange de la population, c'était vraiment avec les gilets jaunes, avec les fameux LBD, des armes considérées comme de guerre hein, en Suisse. Il s'est passé des choses quand même assez incroyables. Le gouvernement est devenu vraiment autoritaire. Et du coup, de là est parti vraiment une haine effectivement assez élevée. Et avec le Covid-19 et la restriction des libertés, ça n'a pas aidé effectivement au phénomène. Donc, très compliqué. C'est sûr. En tout cas, tu vois, un autre type qu'on aime bien taper, que moi j'aime beaucoup, c'est Olivier Véran, que je Ok. trouve, moi, pour avoir vu sa chef de cabinet, c'est une amie, c'est des gens, ils ont dû faire des trucs, ils ont dû prendre des décisions qu'aucun humain n'aurait jamais dû prendre. On les a mis sans info, sans recul, sans rien, à devoir gérer. T'imagines la complexité C'est justement administrative? ça, mais c'est justement ça la politique, c'est de devoir gérer ce genre de situation d'urgence. Donc, c'est leur Non, tâche. Ils sont payés pour ça. ouais, je suis pas d'accord. Bah, ils sont pas juste payés pour parler à la télé, quoi. Ils sont payés Mais pour prendre non, des décisions dans ce genre de situation. mais non, mais Après, je dis pas que c'est simple, c'est super compliqué. c'est un système. C'est C'est Cette un système. responsabilité est incroyable. On n'aurait jamais dû. Ça devrait pas fonctionner comme ça, ce genre de décision. Ça devrait pas fonctionner comme ça, ce genre de décision. Et les processus pour prendre ce genre de décision ne devraient jamais être des processus rapides et efficaces. Bah, En dans fait, des états d'urgence, il faut prendre des décisions rapidement. Donc, c'est pas c'est un état d'urgence. plus le processus de décision est restreint, plus on peut aller vite, quoi. Si par Ouais, exemple, on va se faire attaquer avec l'arme nucléaire, il faut un processus de décision extrêmement rapide pour pouvoir analyser un maximum d'informations en très peu de temps et trancher rapidement. je C'est te super dur à concevoir. Les planifications sont déjà préparées en amont. Et donc, pour le Covid-19, c'est à peu près pareil, quoi. Si un jour ça arrive, si un jour ça arrive, d'abord, prends ces deux cas très différents. Ça fait des dizaines d'années qu'on sait qu'un virus peut arriver. Quelle planification stratégique a été faite au sein de l'État? Zéro. Et donc, tu en arrives à demander à un ministre et une chef de cabinet de prendre des décisions qui auraient dû être analysées et réfléchies pendant 10 ans par des centaines de personnes. C'est ça le problème. Et elle est là la réalité de nos démocraties. Nos démocraties sont défaillantes parce qu'elles n'investissent pas dans la prévention, elles n'investissent pas dans la gestion des risques et elles demandent à des gens de devoir prendre des décisions en information incomplète trop rapidement sous prétexte que c'est leur job. Ça devrait jamais être leur job in the first place. Jamais, ça ne devrait pas. Et c'est complètement dingue le niveau de stupidité qu'on a montré pendant le Covid. Ça montre que les gouvernements n'ont aucune préparation à une situation de crise. Si on avait une guerre ou une situation, on serait dans une merde totale. C'est comme si les États étaient incapables de faire un vrai travail sécuritaire de planification sensé, profond, long terme, avec les bonnes analyses. C'est dingue qu'une épidémie, je veux dire, c'est quand même, le Covid, c'était pas un Black Swan, c'était un Ouais. White Swan. On savait très bien qu'un jour, il y a un connard qui allait jouer dans un labo et nous foutre tous dans la merde. La CIA a écrit un premier rapport sur le sujet en 1965. Oui, oui, on avait relevé ça. Il y a eu plein d'alertes. D'ailleurs, ça parlait de coronavirus, hein. Donc, effectivement, les Ouais. mutations de coronavirus, c'est quelque chose qui a été étudié de Donc, manière très il faut concrète. arrêter de se foutre de notre gueule. Mais au lieu de pointer les responsabilités au bon endroit, au lieu d'avoir une population éduquée qui dit quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on n'a pas cette institution, pourquoi on ne crée pas maintenant cette institution, un vrai, une vraie institution ouverte, transparente, démocratique. Non, on préfère dire que c'est des espèces d'agents vendus à je ne sais pas quel groupe conspirationniste, que c'est des gens méchants, qui sont diaboliques, qui sont nuls, qui sont incompétents. Et tout le monde aurait été comme ça dans ce poste. Parce que structurellement, en tant que pays, on est arrivé à un point où on est incapable de gérer ce genre de problème. Et c'est ça. Et c'est le problème de fond qu'on ne traite pas. Et les gens ne veulent pas traiter les problèmes de fond. Et le niveau général de la population n'est pas à la hauteur des enjeux. Tout a évolué sur les 50 dernières années, sauf le niveau d'éducation. L'école dans laquelle j'ai été, c'est la même que toi, qui est la même que mes neveux, qui est la même que mes grands-parents. Pourtant, tout a changé autour de nous. Et aujourd'hui, on se Mhm. retrouve avec une population pas du tout à la hauteur des enjeux,
qui ne sait faire qu'être à l'émotion, gueuler, se plaindre, trouver des responsables, cancel, une prime à l'hypocrisie hors du commun. Imagine ce chat-là qui est censuré par YouTube, mais sur quelle planète on est? Qu'est-ce qu'on a dit dans ce chat qui était autre chose qu'une position réfléchie, mesurée mais what On va the enquêter fuck? sur ça plus tard, mais ouais, c'est absolument incroyable. Donc, Je suis vachement étonné. donc il faut arrêter. Et je pense que c'est ça le message à passer au lieu de. Enfin, tu vois, le message euh, un peu de cette population qui essaie de sortir du système, ça devrait être une population un peu plus joyeuse. Je pense que sortir du système, ça devrait être un truc cool qu'on fait pour créer des anticorps et créer un modèle alternatif beaucoup plus développé, beaucoup plus abouti, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant et qui permettra d'être un jour une alternative à ces sociétés qui vont mourir sur elles-mêmes de leur rigidité et de leur incapacité à se rendre compte qu'il y a des sujets qui sont juste trop complexes. On a une haine de la complexité, on veut tout simplifier, sauf que le monde ne nous laisse plus le faire. Les enjeux comme le Covid, etc., sont devenus des enjeux d'hyper-complexité. Et on ne peut pas avoir des réponses simples. On doit avoir des réponses mesurées, locales, différentes, testées, avoir des approches, échanger de l'info, publier, documenter. C'est ça qu'on aurait dû faire pendant le Covid. Ça aurait dû être une expérience mondiale. Mais non, au lieu de ça, on était tous là à se copier. Ils ont fermé les frontières, on ferme les frontières. C'est bizarre, les gens, ils passent quand même les frontières. Ah bah oui, tiens, c'est vachement bizarre. T'as l'impression d'être dans Debiland. Oui, Bah, l'autorisation, mais tu l'as remplie toi-même. Quoi? ouais, bah, ça prouve bien que l'autoritarisme, dans tous les cas, ne fonctionnera pas et que les gens Non, réagiront. Les gens trouveront toujours des solutions, bien avec en sûr. plus la décentralisation dans le Web3 et compagnie. Il y aura toujours des solutions pour échapper au système. Par contre, le fait de le faire dans la joie et la bonne humeur, faut quand même pas oublier que l'État se défend aussi derrière. L'État ne veut pas que les gens soient des hommes libres. L'État veut garder un contrôle politique, social, sanitaire si on veut, peu importe, mais l'État est là pour garder le contrôle. Et donc, il va pas laisser les gens faire. Surtout, certainement pas dans la bonne humeur. C'est un combat. Le combat de la liberté, c'est un combat de tous les jours. Il est inatteignable et on doit y travailler tout le temps. C'est pas aussi simple, je pense. Je sais pas ce que. Moi, moi, je suis pas. Enfin, la vérité, c'est que moi, je pense que si on le fait dans son coin, tranquille et tout, d'ici que l'État te chope. Moi, Si on peut être mobile géographiquement, et on peut déjà échapper aux États les Ouais, plus autoritaires. Donc ouais. ça va être une solution. Ok, bah c'était une bonne conclusion, je pense. Merci beaucoup, Oussama Hamar. C'était C'était bon. vraiment passionnant. Bah, tu reviens quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Donc le prochain live, il sera mardi prochain. Alors ce sera mardi, nous serons le 27 septembre. Donc Modeste Schwartz, ce sera à propos justement des hommes de Davos. Ce sera également à propos du RUM 29. Donc il a écrit un nouveau livre à ce sujet. Donc on va discuter un peu de tout ça. Ça va être dans le même axe, liberté en général. Donc n'oubliez pas d'aller visiter le site Géopolitique Profonde. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces vers le haut et on se dit à mardi prochain.